On va Bezrat Hashem aujourd'hui dédier le cours Irfouat Avi Mori, Rabbi Avraham Moreno Albert Ben Rivka, qui ce soir passe un examen médical très important. Chez l'Orefouat chez les mains, Bezrat Hashem. Et Bezrat Hashem pour un mariage de Kalout, que tout se passe bien, Bezrat Hashem. Shirel Esther Bat Miriam. Shirel, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est la sœur de Naomi. C'est qui Naomi? C'est la sœur de Shirel. Et. Pas Naomi, elle est où? Elle arrive? Hein? Normalement, elle arrive. Alors, c'est particulièrement un plaisir pour moi de vous parler aujourd'hui du sujet de la Tzniut. Parce que, d'abord, j'ai cru comprendre que ces 2 jours-là, il y a un renforcement général parmi les Français, peut-être même les Israéliens, je ne sais pas, sur le thème de la Tzniut. Et je pense que c'était les bons jours, parce que c'est les jours de la fin des Shovavim, la période des Shovavim dans laquelle les hommes ils se renforcent beaucoup en Tahara et en Gdusha. Les femmes, elles se renforcent beaucoup en Tzniut. Donc je pense que c'est exactement le bon moment pour pouvoir traiter de ce sujet. Les fois précédentes... Les fois précédentes, lorsqu'on a parlé de la Tzniut, on a parlé de la Tzniut sous un angle différent de ce qu'on entend d'habitude. On a essayé d'expliquer combien la Tzniut c'était quelque chose qui était important pour la femme elle-même. Pas simplement pour ne pas déranger les hommes, mais pour elle-même. On a expliqué que la Tzniut c'était quelque chose d'intérieur, c'était quelque chose qui préservait la femme, c'était quelque chose qui montrait à la femme qu'elle était importante au-delà du regard des autres, c'était quelque chose qui permettait à la femme de se connecter à elle-même, c'était un état d'esprit. On a expliqué plein de choses, Baruch Hashem, dans les cours précédents. Et on a expliqué par exemple que c'est faux de penser que la Tzniut ça concerne que les femmes et pas les hommes. On a expliqué que c'est faux de penser que la Tzniut ça concerne que les femmes quand elles sont devant des hommes. On a expliqué qu'une femme, même si elle a un groupe WhatsApp, Facebook, dans lequel il n'y a que des femmes, en dehors des hommes qui sont passés pour des femmes, mais ça on laisse de côté, et malgré tout, elle n'a pas besoin de montrer toute sa vie privée, toutes ces bonnes choses. Et donc tout ce qu'on a expliqué l'autre fois, si vous voulez, je peux vous le résumer en un exemple qu'on n'a encore jamais donné. Un jour, il y a un père qui a été voir le Rav Chaim Kanievski, frère Tzadik Livracha. Il lui a dit, Kvodarav, écoutez, moi, Baruch Hashem, Bli Nara, j'ai un beau bébé. Et il y a quelqu'un qui fait des couches et qui a envie de prendre mon bébé pour faire une belle publicité. Maintenant, évidemment, Kvodarav, ne vous inquiétez pas, ils sont chômeurs Chavez. Évidemment, il n'y a pas de problème. Évidemment, il n'y aura que mon bébé, il n'y aura pas aussi une femme déshabillée ou quoi. Ne vous inquiétez pas, Kvodarav. Le Rav, il dit, écoute, il n'y a pas d'interdit d'après la halakha. Et tu me demandes mon avis? Pourquoi faire du Haïnara à ton bébé? L'Haïnara, il est bébé, il est mignon et tout va bien. Pourquoi faire du Haïnara? Pourquoi que tout le monde le regarde? Waouh, le beau bébé, waouh. Pourquoi? Reste secret, reste caché. Pourtant, c'est un problème de Tzniut. Tout ça, c'est ce qu'on avait expliqué les cours précédents. Et aujourd'hui, Bezrat Hashem, on va essayer de parler de l'autre revers de la médaille. Ça veut dire qu'on va parler simplement, on va expliquer aux femmes, Bezrat Hashem, aujourd'hui, c'est un cours qui s'adresse aux femmes, comme vous avez remarqué. Moi, je peux m'en aller si vous voulez. Dans ce cours-là, on va essayer d'expliquer que même si je ne vous ai pas convaincu jusque-là, même si, vous n'êtes pas tellement identifié à l'idée qu'une femme, c'est important pour elle, c'est bien pour elle, ça la revalorise de faire attention à la Tzniut, même si tout ça, vous n'avez pas compris, ou vous n'avez pas adhéré, ou vous n'êtes pas d'accord, et bien, malgré tout, il y a une autre raison, hyper importante de la Tzniut. Et on ne peut pas parler de Tzniut sans parler de ce point-là. C'est un sujet, je sais que c'est un sujet épineux. C'est un sujet que les femmes, elles ont un peu moins envie d'entendre que les sujets précédents, que la façon précédente d'aborder le sujet de la Tzniut. S'il y a des femmes que ça dérange, on a amené, vous pouvez distribuer des boules qui est. Non, j'imagine qu'il y en a qui ont honte de sortir. Il y a des boules qui est, c'est tout ce qu'il faut. Mais juste, j'aimerais, Bezrat Hashem, que les propos soient clairs. On va essayer de parler, comme d'habitude, avec sincérité. On va essayer de se renforcer ensemble. Bezrat Hashem Yitbarach. Le Rav Sitruk, Zecher Tzadik Livracha, il avait une phrase que j'ai beaucoup aimée. Il disait, c'est quoi la différence entre un rabbin et un commerçant? Il dit, c'est qu'un commerçant, il essaye de te vendre ce que tu veux, mais dont tu n'as pas vraiment besoin. Alors qu'un rabbin, il te vend ce dont tu as besoin, mais que tu ne veux pas forcément. Et le Rav Sitruk de rajouter dans sa brillance, et c'est quoi le top du top? C'est un rabbin qui sait être commerçant. Ça veut dire qu'il donne envie aux gens des choses dont ils ont vraiment besoin. Vous avez aimé Tzipora cette phrase?
Ah. Le rabbin qui est commerçant, c'est celui qui donne envie aux gens de faire ce dont ils ont vraiment besoin. Avec un petit truc pour dire une belle phrase comme ça, non? Donc, c'est ce qu'on va essayer, Bezrat Hashem, de parler d'un sujet qu'on n'a pas forcément toujours envie d'entendre, et de bien l'expliquer et de bien l'expliciter, évidemment, comme d'habitude, dans la bonne humeur, et avec beaucoup de toucha et de tara. On va parler, Bezrat Hashem, dans un premier temps, de la nature de l'homme. Quand je parle de l'homme, c'est de l'homme et pas de la femme. Comment un homme, ça fonctionne? Je sais que vous aurez beaucoup de mal à comprendre ce que je vais vous dire maintenant. Parce que les femmes, elles ont toujours beaucoup de mal à comprendre comment les hommes ils peuvent être tellement tordus. Au passage, les hommes, ils ont aussi beaucoup de mal à comprendre comment les femmes, elles sont aussi tordues. Entrez. Et c'est vrai. C'est vrai. Les hommes, ils ont du mal. Le mariage, il est à 18h30. 18h30, la choupa. Shalom Obracha. 18h30, la choupa. Il est 19h, et la femme, elle est encore devant le miroir en train de s'arranger son foulard et de voir comment elle est. L'homme, il lui dit, mais Yawildi, ça y est, l'heure, elle est arrivée. Ouais, une seconde. Et puis, elle commence à réfléchir. Ça fait déjà une demi-heure, c'est à 1h30 le mariage de là où ils sont. Et elle réfléchit, quelle tenue je mets? Ça va? Non, mais ça va pas avec ça. Ah, mais ça, j'ai déjà mis au mariage d'avant. Ah, mais comment je vais faire? Comme il dit le Rav Lasri, elle réfléchit pendant 2 heures. Qu'est-ce que je mets? Qu'est-ce que je mets pas? Qu'est-ce que je mets? Qu'est-ce que je mets pas? Qu'est-ce que je mets? Qu'est-ce que je mets pas? Ça dépend. Si elle est religieuse, elle dit qu'est-ce que je mets. Si elle est chilonite, elle dit qu'est-ce que je mets pas. Bref, les hommes, ils ont du mal à comprendre ça. Ils ont du mal. Récemment, mon fils, il m'a dit, tu sais, papa, pourquoi la longévité des femmes, elle est plus longue que celle des hommes? Pourquoi les femmes, elles vivent plus de temps que les hommes? Je dis, mais c'est normal. Les femmes, ça leur prend du temps à s'organiser. Alors, ce que je veux vous dire, c'est que les femmes, elles vont avoir du mal à comprendre ce que je vais vous dire maintenant, mais je vous le dis quand même. L'homme, il a été créé, et on le voit dans la Gemara à plusieurs endroits, et on le voit dans tous les textes de Chazal, dans plein d'endroits, que l'homme, il a été créé d'une telle façon que quand il voit une fille, eh ben, il commence déjà parfois à perdre un petit peu la lucidité, il commence un peu à s'exciter, il commence parfois à perdre son intellect, et de surcroît, si la fille, elle est belle à ses yeux, et de surcroît, si la fille, elle n'est pas bien habillée, et donc qu'elle l'excite, l'homme, c'est comme ça qu'il est. Alors vous allez dire, ouais, mais nous, les femmes, on n'est pas comme ça. Les femmes, elles sont beaucoup moins comme ça que les hommes. On n'a pas dit qu'elles ne sont pas du tout, mais elles sont beaucoup moins que les hommes. Mais c'est comme ça qu'un homme, il fonctionne. Maintenant, si vous dites, mais pourquoi les hommes, ils fonctionnent comme ça? C'est comme ça. Comme ça, Hachem a créé les hommes. C'est pas parce qu'ils sont tordus qu'ils fonctionnent comme ça. Ils sont tordus, mais c'est un autre problème. Ils fonctionnent comme ça parce que c'est comme ça qu'Hachem les a créés. Et ça, il faut comprendre. Quand un homme, il est invité à une BM, c'est quoi une BM? Une bar mitzvah. Il est invité à une bar mitzvah et il y a des femmes qui ont pensé que c'était un défilé de mode, etc. Lui, le pauvre, pour lui, c'est pas une bar mitzvah, c'est une bar minan. Bar minan. Lui, le pauvre, il a du mal, il n'arrive pas à s'en sortir, il sait plus où mettre les yeux ou ne pas mettre les yeux. C'est comme ça qu'un homme fonctionne. On peut être d'accord ou ne pas être d'accord, ça ne change strictement rien, c'est une réalité. Il faut savoir que même les Gdolé Israël, depuis l'époque déjà des Tanaïm et des Amoraïm, ils fonctionnaient comme ça. Il y a des histoires explicites dans la Gemara de Rabbanim qui ont presque perdu les pédales. Au dernier moment, ils ont réussi à s'en sortir. De Rabbanim qui disent, moi si j'avais été à la place d'un tel, j'aurais fauté, c'est trop dur. Donc on a affaire à des grands Rabbanim, mais ce n'est pas à prendre qu'au niveau philosophique. Il est écrit dans Chazal, plus l'homme il est grand, plus son Yetzer Hara est grand. Donc on a affaire à un système qui est que l'homme, même si c'est un très grand rave, quelqu'un de très kadosh, eh ben, c'est comme ça qu'il fonctionne. S'il voit des femmes, qui regardent des femmes, et que les femmes, elles ne sont pas suffisamment bien habillées, ça dérange la neshama, ça dérange tout type de choses. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, vous êtes au courant que, par exemple, Raphaël Kanievski, non seulement il ne recevait pas les femmes, mais en plus il refusait de lire des lettres qui étaient écrites par des femmes. Ça veut dire que si c'était une écriture de femme, il ne voulait pas lire. Alors, les mauvaises langues, qu'est-ce qu'elles disent? Elles disent, ben, c'est normal. Les femmes, quand elles ont 2 lignes à écrire, elles te font une paracha de 5 pages. Genre, Kvod Harav, j'ai une question à vous poser. Vous savez, je suis très dépressive. Et ça fait déjà 20 ans que je cherche à me marier. J'ai toujours pas réussi. Mais bon, on espère que ça va aller, Bezrat Hashem. Mon père, c'est un alcoolique. Ma mère, vous imaginez pas ce qu'elle a. Elle a des grands problèmes et tout. Et puis, bon, finalement, j'essaye de me consoler, etc. Bon, j'en arrive à ma question. Quel bracha on fait sur les pop-corn?
Donc il y en a qui disent, c'est pour ça que Rav Kanievski ne voulait pas lire des trucs de femmes. Il n'a pas passé pendant 1 heure à lire tout ça pour... Les hommes, eux, ils vont droit au but. Comme ça, il y en a qui disent, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais le pshat, le premier pshat, ce que la plupart des gens ils comprennent, c'est que le Rav était tellement kadosh que même de lire une écriture dont il sait que ça a été écrit par une femme, eh ben, à son niveau à lui, gigantesque, ça pouvait le déranger. Donc un être humain, un homme, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça et pas autrement. Du coup, on comprend bien que, maintenant, à part ça, Hachem, il a fait quelque chose de très très difficile avec l'homme. C'est qu'il a dit à l'homme, tout regard que tu portes sur une femme, qui n'est pas la tienne, tout regard, tu fais un Issour de Horaïta. Expliqué à Tel Aviv, Ben Porat Yosef, Ben Porat Aléa et le pauvre. Combien de Averot de Horaïta il fait? Toute femme que tu regardes dans l'intention de prophétie, c'est pas dit que tu vois, par erreur. Je dis toute femme que tu regardes, qu'est-ce que tu fais? Tu fais un Issour de Horaïta. Toute pensée que tu as, pensée interdite sur une femme que tu aurais, c'est quoi? C'est un Issour de Horaïta. Vous comprenez maintenant pourquoi il y a des hommes qui, quand ils se promènent dans la rue, ils retirent leurs lunettes. Pas parce qu'ils ont l'esprit mal placé, pas parce qu'ils sont obsédés, mais parce que ça les dérange de voir une femme, ça les dérange. Il y en a d'autres, qu'est-ce qu'ils font? Dès qu'ils voient une femme, ils sortent leurs jumelles. Il y a aussi ceux qui retirent leurs lunettes, mais quand il y a un truc intéressant, ils mettent les lunettes, ils disent comme ça, au moins il y a un écran entre mes yeux et la nullité. Chez Mishmor. Pourquoi je vous dis ça? Pour vous dire que c'est comme ça que l'être humain, que l'homme, il fonctionne, c'est comme ça que Kadosh Baruch Hu l'a créé. Du coup, s'il y a une femme qui se présente devant lui et qui n'est pas forcément très très bien habillée, eh ben, ça peut être un problème pour lui, ça peut l'entraîner de faire une Avera de Horaïta, voire plusieurs Averot de Horaïta. Je vois à votre visage, bien que je n'ai pas mes lunettes, que vous êtes en train de vous poser une question. Vous êtes en train de vous dire, mais attendez, dites ça aux hommes, pourquoi vous nous dites ça à nous? Nous, on va nous saouler parce que les hommes doivent faire attention à leurs yeux, mais qu'ils assument. Eux qui fassent attention à leurs yeux, nous laissez-moi tranquille. N'est-ce pas que c'est une question? C'est une question très forte. Une fois, il y en a une, elle m'a dit, mais moi je ne comprends pas. Eux, les hommes, ils nous regardent, ils nous matent, et après ils se plaignent. Il y en a une qui m'a dit une fois, ils mettent même des lunettes de soleil, pour pas qu'on voit qu'ils nous matent. Mais quoi, ils croient qu'on ne voit pas? On voit très bien avec ces lunettes de soleil qu'ils sont en train de nous regarder comme ça de façon bizarroïde. Je lui ai dit, mais Baba, il met pas de lunettes de soleil parce qu'il ne veut pas que tu vois qu'il te mate. Toi, tu n'es pas assez bronzé, lui, il aime bien les femmes bronzées, mais lunettes de soleil. D'accord? Les femmes ne comprennent pas. Pourquoi on vous saoule? Pourquoi on saoule les femmes alors que les hommes, ils n'ont qu'à assumer. Ils sont hommes, ils n'ont qu'à faire attention. S'ils ont des problèmes pour sortir dans la rue, qu'ils restent enfermés chez eux. Alors, c'est une très bonne question que les femmes posent, quand elles posent cette question. Et on va essayer, Be'ezrat Hashem, tout de suite de comprendre quelque chose de très très simple. Prenons le cas d'un homme. Donc je prends un homme qui a la Hirat Shamayim, qui a la crainte de Dieu. Il a fait les Shovavim, il a fait attention à ses yeux, il a fait attention à sa Kedusha, à sa bouche, à ses oreilles, à tous ses sens. Il essaye d'être Kodesh Kodashim. Il essaye. Donc évidemment, avant de sortir dehors, il demande à Hachem, s'il te plaît Hachem, fais en sorte aujourd'hui que j'arrive à rester kadosh, et à rester connecté à toi, et ne pas regarder des femmes, etc. C'est comme ça, hein. Ça vous paraît bizarre qu'un homme, quand il part, il soit censé se prendre la tête comme ça. Vous, je ne sais pas combien vous prenez la tête quand vous sortez dehors, mais un homme qui a l'Hirat Shamayim, c'est comme ça qu'il sort de chez lui. Et il sort de chez lui, donc il marche comme ça, il essaye de regarder plutôt vers le bas ou vers le haut que le mode ventilateur. Et il est, le pauvre, à un moment donné, il y a des antennes humaines, c'est pas parce qu'il est tzaddik ou haredi qu'il n'a pas ses antennes. Il y a des antennes qui lui disent, oh là-bas, là, à côté, là, tu vas voir, là, il y en a une qui passe face à toi, elle est à moitié habillée. Non, vous allez me dire, vous exagérez, Rav, quand vous dites moitié habillée, allez, toujours les rabbins, ils exagèrent. Vous avez raison que j'exagère. La réalité, elle est pire. C'est vrai. Les femmes qui sont très très cool, comment elles s'habillent? Eh bien, un vêtement qui mesure un kazaït. Celles qui sont marmirotes, elles font le kabetza. C'est comme ça la réalité. Maintenant, cet homme-là, il n'était pas parti en se disant, moi je vais aller, je vais regarder, je vais m'éclater. Il est parti, vraiment, sincèrement, il était en chemin vers le Beth Midrash. Et si je vais faire attention à mes yeux, mais c'est trop fort. Pour un homme, je sais que vous ne comprenez pas, mais croyez-moi, pour un homme, c'est trop dur. C'est quasiment impossible. Le livre de Moussard, il s'exprime avec des termes très précis.
c'est quasiment impossible. Même un homme kadosh, quand il est dans la rue et qu'il voit face à lui un truc trop waouh, je parle de façon un peu crue, je suis désolé, c'est trop dur pour lui. Trop dur. Donc, moralité, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il risque de la regarder. Si elle s'était habillée de façon un peu plus normale, il n'aurait pas regardé. J'ai rarement eu des élèves qui m'ont dit, écoutez, Kvod Harav, aujourd'hui, il y avait une fille, Bli Ayin Hara, elle avait un parapluie tellement beau, ça m'a excité. Non, un parapluie, ça excite pas. Mais quand tu es à moitié habillé, oui, ça excite. Donc, si jamais tu avais été bien habillé, qu'est-ce qui se serait passé? L'homme, il aurait été tranquille. Il serait arrivé au Beth Midrash, tranquillement. Il n'aurait pas eu de problème, ni rien du tout. Qu'est-ce qui se passe? La femme qui s'est habillée de cette façon-là, à nouveau, je ne parle plus maintenant d'elle, je parle vis-à-vis des autres. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait que cet homme-là, eh ben, il a eu du mal. Il a eu du mal et le pauvre, il est tombé. Il est tombé en regardant. Maintenant, tomber en regardant, ça peut être bon, ça va, il a fait une faute, ça va. Il a mangé une fois du porc, ça va. Ça peut être pire. Ça peut être qu'ensuite il va arriver à Zera Levatala. Mais ça peut être aussi pire. Il y a un concept, un espèce de phénomène qui se passe chez l'homme. Chez la femme aussi, mais dans d'autres domaines. C'est que si déjà il est tombé une fois, si déjà je suis tombé, alors autant en profiter. Bezrat Hashem, dans 2 mois, dans 3 mois, à Kippour, je ferai tchouva. Donc il va rentrer maintenant dans un système dans lequel, alors qu'il s'était engagé pendant les Shovavim, il va faire attention à ses yeux. Maintenant il risque le pauvre de tomber. D'ailleurs on le dit aux hommes. Vélo, tatourou, achel, evafrem, achare, nechem. Ne vous égarez pas en suivant vos yeux et vos cœurs. Tatourou, ça vient du terme lehatir. Lehatir, c'est quoi en hébreu? Quand on parle d'un kécher et qu'on dit qu'on est matir, un kécher, c'est qui les Israéliens ici? Hein? Permettre. Oui, permettre, d'accord. Mais quand on parle d'un kécher, d'un nœud, et qu'on dit défaire un nœud, comment on dit? Lehatir. C'est d'accord ou pas? Délier. Kosher et matir, oui. Matir Asurim, exactement. Donc, Chachamim, ils disent attention, vélo tatourou achel afrem achel nechem, c'est-à-dire même si à un moment donné vous êtes tombé, mais ne lâchez pas complètement la corde, ne défaites pas complètement le lien, restez connectés à Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est ce qu'on dit aux hommes, parce qu'ils ont une nature de faire cette chose-là. Donc, la femme, elle, la pauvre malheureuse, elle s'est mal habillée, elle toute innocente. Donc, qu'est-ce qui se passe? À cause d'elle, entre guillemets, aujourd'hui on a dit qu'on parlait franchement, à cause d'elle, vous allez dire mais c'est aussi à cause de lui avec qui on pas regardé, peut-être, mais en tous les cas à cause d'elle, après on verra ce que Chachamim nous disent de tout ça, à cause d'elle, qu'est-ce qui se passe? Eh bien il y a un homme qui va regarder et qui risque ensuite de tomber très très loin. Je vais peut-être vous choquer quand je vais vous dire maintenant, peut-être je vais vous choquer, mais je suis désolé, je suis obligé de vous dire la vérité. J'ai un grand scoop à vous dire. Sur internet, il n'y a pas que des sites de Torah. Sortez un peu dehors. Il n'y a pas que des sites de Torah. Et peut-être ça va vous choquer, mais même le rov des sites, elle est morte de rire, elle. Le rov des sites, eh ben, c'est pas des sites de Torah. Et si vous ne savez pas, il y a même des sites de Kung Fu, il y a même des sites de boxe, Torah Box. Il y a tout type de sites. Non, eux c'est de la Torah. Mais il y a tout type de sites. Et parmi les sites qu'il y a, eh ben, il y a aussi des sites à cacher. Et il y a des sites dans lesquels les hommes, quels qu'ils soient, même s'ils sont mariés, même si, ils peuvent tomber. Et pourquoi ils peuvent tomber, Leicester? Parce qu'ils ont été, parfois, ça a commencé d'un petit quelque chose. Alors je ne vous donnerai pas l'adresse de ces sites pour ne pas vous donner de mauvaises idées, mais je vais quand même vous dire un d'entre eux, geinom.fr ou leicester.com. C'est des sites Hachem Ishmor. Quand quelqu'un y rentre dedans, on lui demande, attends, est-ce que tu as plus que 18 ans? Il y a nous aussi, il a moins que 18 ans, hein, c'est interdit. Une fois, il y en a un, il avait moins de 18 ans, il est rentré, il a dit, il y avait 2 cases à cocher. J'avais le choix. Une, c'était, j'ai plus que 18 ans, l'autre, c'était exit. J'ai dit, ben, je vais le truc, j'ai envie de m'exciter. Je vais cliquer sur l'exit. Il dit, je ne sais pas pourquoi, le site, il s'est fermé. Ouais, exit en anglais, ça veut dire sortir. Lui, il croyait que c'était s'exciter. Mais c'est comme ça. Un jeune, il a envie de s'exciter. Mais pourquoi il a eu envie, alors que c'est quelqu'un de Kadosh, qui étudie à la Yeshiva, qui étudie au Talmud Torah, qui étudie... Souvent, ça a commencé d'un petit éveil. Et cet éveil-là, malheureusement, s'il a commencé à cause d'une femme qui a oublié de sortir de la maison habillée, elle pensait qu'après la douche, on pouvait sortir directement de la douche dehors, et bien le pauvre, il va tomber, et si le pauvre, il tombe, la pauvre, elle aussi, elle est vraiment, vraiment à plaindre. En dehors de ça, et ça je reviens un petit peu au cours qu'on avait dit au tout début,
Quand l'homme, disons un homme marié, l'homme il va regarder ce genre de site complètement bizarre. Il va regarder, ben, qu'est-ce qu'il va faire automatiquement? Il va commencer à comparer. Et même si sa femme, c'est la plus belle femme du monde, il va comparer. Il va comparer entre sa femme et entre les shbeb qu'il y a là-bas. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Et après, on va s'étonner pourquoi il y a des grands problèmes de Shlom Bayit. Ben oui, le monsieur il compare. On va s'étonner. Une fois, il y en a un qui m'a dit, moi, voix d'arabe, j'en peux plus. Béhémet, j'ai vraiment une tonne de problèmes, une tonne. Je dis, viens, Yaoul, viens à la maison, on va écouter tes problèmes. Je dis, Bravot, commence par le premier. Il me dit, oh là là, ma femme, j'ai beau lui dire de faire le régime et tout, j'ai beau lui dire, ma femme, vraiment, elle est trop grosse. Bon, il était gentil de dire, elle est trop grosse comme ça, il aurait pu dire, elle est trop grosse. Non, elle est trop grosse. Il me dit, j'ai beau faire tout ce que je peux, ça ne marche pas. Je lui dis, donc si je comprends bien, tu n'as pas une tonne de problèmes. Tu as un problème d'une tonne. Il me dit exactement. Mais s'il n'était pas sans arrêt passé son temps à essayer de comparer les uns aux autres, eh bien ça irait mieux. Une histoire, je suis obligé de vous la raconter, c'est une blague. Hein. On peut faire des blagues pour les tons d'atmosphère, juste vous rigoler. Il y a un monsieur, c'était à l'époque où on n'était pas encore très sophistiqué. Donc en général, tu rentrais par une porte, tu ressortais par la même porte, et il y avait un endroit, c'était tout nouveau, il y avait des portes tournantes. Vous savez, dans les hôtels, il y a des portes tournantes. Alors, il y a un Algérien qui vient d'Algérie, lui ne connaissait pas du tout ça. Il est ébahi. Il voit quelqu'un qui rentre, et lui, il croit que c'est la même personne qui sort. Et quand elle sort, elle est transformée. Donc, par exemple, il voit une Fatma rentrer, il voit une belle blonde aux yeux bleus sortir, il dit, ah, bien, purée, mais comment ils ont fait ça? Vite, il appelle sa femme. Il dit, Latifa, viens ici, un truc extraordinaire. Et lui, qu'est-ce qu'il y a? Elle arrive avec vous. Il dit, viens, regarde, tu vas rentrer par là, et puis tu vas sortir, tu vas être complètement changé. Il ne faut pas vous dire que tu vas être plus belle, parce que Bekitsour, il attend, Bezrat Hashem, il fait son opus pocus komout, je sais pas quoi. Sa femme, elle entre. Et à peine elle est rentrée, il y a une blonde, bien belle comme il l'est, qui sort. Oh, il s'approche d'elle, il lui dit, ouais ma chérie, qu'est-ce que t'es belle? Elle lui dit, I don't understand. Il dit, papa, elle était devenue blonde et t'as appris l'anglais. On compare. Maintenant, à cause de qui cet homme-là, il va avoir un Shlom Bayit pourri? Je suis désolé de le dire. À cause de parfois la personne qui a commencé à l'allumer. Je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire, mais personne lui a demandé de continuer. Ok, moi j'ai mal été habillé. Mais c'est comme ça. C'est comme ça qu'un être humain il fonctionne. Vous allez voir, on va essayer d'amener des textes de Chazal. Parce que quand moi je parle, vous pouvez dire, bon, ok, chacun dire ce qu'il veut. Mais quand Chazal il parle, on ne peut plus dire cette chose-là. Si on comprend bien la chose telle qu'on a essayé de l'expliquer, si cette femme-là s'était habillée Bitsniout, qu'est-ce qui se serait passé? Eh bien, il n'y aurait pas eu ce problème-là. Si elle avait été habillée Bitsniout, lui, il serait passé comme ça. Il aurait compris qu'il y a une femme qui n'a rien d'intéressant, donc il aurait continué, entre guillemets, hein, donc il aurait continué à passer. Puis il serait resté tranquille, il serait arrivé au Beth Midrash. Le soir, il aurait été à la maison, il aurait été heureux avec sa femme, il n'aurait pas été chercher tout type de choses dans des endroits bizarres. Mais c'est comme ça. Donc, est-ce qu'on est d'accord qu'elle a, en tous les cas, au moins une part de responsabilité, cette femme-là, quand elle s'est habillée comme ça? Elle a une part de responsabilité. On a posé la question, on a dit, alors pourquoi on s'adresse aux femmes quand on parle de tzniut? Les femmes. D'abord, je vous ai dit, c'est une erreur de parler qu'aux femmes quand on parle de tzniut, aux hommes aussi, il faut leur parler de tzniut. Mais pourquoi aux femmes on leur parle des problèmes des hommes? C'est leur problème à eux. Réponse, non. Comprenez comment ça fonctionne un homme pour pouvoir essayer d'anticiper, pour pouvoir essayer de les aider un petit peu les hommes à ne pas rentrer dans ces situations-là et dans ces folies-là, desquelles eux-mêmes ils ont du mal à s'en sortir. Au jour d'aujourd'hui, c'est la jungle dehors. Et les hommes, ils ont du mal. En dehors de ça, on a un principe. Kol Israël Arevim c'est basé. C'est un principe. Les juifs sont tous solidaires les uns des autres. Quand on parle de solidarité, ça veut dire que tu ne peux pas dire, toi, madame, mais qu'est-ce que je m'en fous si lui, il a envie de brûler à l'enfer, qui brûle. Comme dira Ben Chetrit, shawarma. Non? En général, quand je dis le mot Ben Chetrit, tout le monde s'éclate de rire. Tu ne peux pas dire ça. Tu ne peux pas dire, il a qu'un brûler en enfer. Non. Pourquoi tu ne peux pas dire ça? Parce qu'on est tous solidaires. Donc toi, comprends la difficulté des hommes, des pauvres Bachouri Yeshiva qui vont dans la rue, des pauvres hommes qui vont au travail et qui au travail, ils ont sans arrêt des femmes sans arrêt face à eux. Comprends et essaye de l'aider à ta façon. Et comme je disais, au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas accuser simplement les hommes. Parce qu'on disait la semaine dernière, les hommes c'est eux qui cherchent les problèmes, vous vous rappelez du texte de la semaine dernière du Rav Shimshon Raphaël Hirsch. On ne peut pas. Regardez, je vous donne un exemple. Une femme de Bnei Brak. Ça fait 20 ans qu'elle habite à Bnei Brak, elle est bien braquée comme il faut. Elle arrive dans un magasin de mode.
Maintenant, bon, elle voit un endroit, il y a des sous-vêtements, des culottes. Donc, vous savez, une femme kharidia, quand elle achète des culottes, elle arrive à la caisse, elle affiche pas ça. Vous voyez, plutôt, bon. Alors, la caissière, elle arrive, 400 shekels. 2 culottes, 400 shekels? Ah oui, madame, c'est des mini-shorts. Mini-shorts. Oui, madame, c'est des mini-shorts, chacun 200 shekels. Mais j'ai pas compris. Un short, c'est forcément mini. Parce que quand il veut un truc long, il prend un bermuda, il prend un pantalon, une djellaba, une robe de mariée. Elle va prendre. Non, non, non. Il y a les shorts et il y a les mini-shorts. Comment tu veux qu'elle comprenne? La pauvre malheureuse, qu'est-ce que tu lui veux? Alors elle s'étonne, elle dit d'accord, donc si vous avez des mini-shorts, vous devez aussi avoir des mini-culottes. Pour pas que la culotte elle dépasse du short. Ça se fait pas. Mais dans un monde de fous. Dans un monde de fous, les gens, ils sortent dehors en culottes. Ils sont culottés. Et c'est pas un jeu de mots, c'est vrai. Maintenant, un homme, qu'est-ce que tu veux de lui? Qu'est-ce que tu veux? Un homme, qu'est-ce que tu veux de lui? Il a face à lui dans la rue des femmes en culotte. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? C'est très difficile pour un homme. Oui. Ok, alors dans ce cas-là, Hachem il attend quoi de ces hommes? Puisque c'est impossible de surmonter. Hachem, il sait combien c'est impossible. Et Hachem, oui, c'est-à-dire qu'il y a plein d'avérotes partout et on peut rien y faire. On peut rien y faire, on peut juste essayer de faire ce qu'on peut. Maintenant, j'aimerais vous dire, est-ce que vous avez les feuilles face à vous? Est-ce que tout le monde a les feuilles? Il y en a deux plein. Bienvenue à Dvorah. Il y a un texte, et là que vous compreniez, on est en train maintenant, le premier texte que vous avez face à vous, il y a écrit Rabbeinu Yona, n'est-ce pas? Vous connaissez Rabbeinu Yona de Gerondi? Laetitia, vous connaissez Rabbeinu Yona de Gerondi? L'un des grands Rishonim. L'un des Rishonim. Ah, comme vous ne connaissez pas, vous ne l'avez pas vu dans la rue de Rabbi Togan, je sais. Bon, il y a des centaines d'années. Le Rav, Rabbeinu Yona de Gerondi, donc c'est l'un des Rishonim. Donc on n'est pas en train de parler maintenant de notre génération dépravée dans lesquelles on parle de Rabbeinu Yona. Ok? Rabbeinu Yona c'était Kodesh Kodashim. Sa tête a été Kodesh Kodashim. Ses yeux c'était Kodesh Kodashim. Ses oreilles c'était Kodesh Kodashim. Venez, on voit ce qu'il a à nous dire. Utsricha Aisha. La femme, elle doit faire attention. Shete Tznoa, à être pudique. Venizeret, et faire attention. Shelo Istaklu Ba Bne Adam, Chutz Mibala. À ce que personne ne la regarde, l'Istakel c'est regarder. La femme, elle doit faire attention à ce que personne ne la regarde, sauf son mari. Exactement ce qui se passe aujourd'hui. Les femmes, elles font en sorte que tout le monde les regarde, sauf leur mari. Vous connaissez-vous des femmes qui achètent une super belle perruque à 4 000 € pour la mettre que à la maison devant le mari? Chérie, c'est pour toi en ton honneur. Vous connaissez ça? Ça existe ça? De faire en sorte que personne ne m'intéresse à part être belle aux yeux de mon mari? Mais moi j'ai connu une femme comme ça peut vous étonner. Elle était très tzadékette cette femme. Très tzadékette, une perruque que pour son mari. Cette femme c'était une Marocaine, elle s'appelait Alice. Alice! Elle habitait au pays des merveilles. Alice au pays des merveilles. Eh ben, c'est dommage. Il y en a quelques-unes qui ne s'appellent pas Alice et qui existent vraiment et qui. Mais c'est un peu rare. Dire Rabbeinu Yona, c'est censé être ça, ton importance. De donner de l'importance à ton mari et à aucun autre homme. Après, il continue et il dit Sheamistaklim befanea, obeyadea. Vous voyez, lui, il n'était pas dans une génération vicieuse. Il dit parce que celui qui regarde son visage, O Beyadea, ou ses mains, Yaranou les mains, celui qui regarde ses mains, à la femme, elle va me demander Naomi, il faut mettre des gants. Celui qui regarde ses mains, qu'est-ce qui se passe? Yordim les Geinom. Ils vont au Geinom. Vehi, maintenant je suis désolé, je vous ai dit, je prends des gants pour dire ce que je dois vous dire, mais on lit ce que Rabbeinu Yona dit. Vehi, Anusha Beonesh Kol Echad Vechad Mehem. Elle va être punie pour la faute qu'a commise chaque homme qui l'a vu. C'est-à-dire que s'il y a 250 000 hommes qui l'ont maté, et donc vous faites le calcul. C'est Mishnah. Et pourquoi? Elle n'a pas fait tzniout, et donc les gens, ils ont été nirchaim. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'elle va faire une femme qui est belle? Elle ne va pas sortir dans la rue? Ça, c'est l'un des arguments que l'un des rabbinim a donné au Rav Ovadia pour lui dire, toi tu dis qu'il ne faut pas mettre la perruque parce que la femme elle est belle quand elle a la perruque. Ok, et une femme qui est belle sans perruque, une femme qui est belle en foulard, elle ne va pas sortir dehors?
la réponse c'est quoi? La réponse, en tous les cas, la réponse est de dire ok, t'es belle, c'est ton problème. Mais par contre, si tu cherches à ne pas être tsnoua, tu cherches à t'afficher, tu cherches à te montrer, tu cherches à faire toutes ces choses-là, voilà qu'est-ce qui se passe? Et bien là, c'est un problème. T'es belle, on ne peut rien y faire. Mais par contre, c'est pas la peine de te montrer. Vous voyez? Donc si vous faites en sorte que les gens ils vous regardent, eh ben, c'est un problème. Alors, vous allez me demander alors comment on fait? Ben, j'ai une solution. Quand vous sortez dans la rue, prenez un grand panneau, vous regardez, ne me regardez pas. Comme ça, vous êtes sûr que tout le monde va vous regarder. C'est pas ça la tsniout. La tsniout, c'est pas ça. Mais je vous donne un petit exemple. Premier réflexe qu'une femme juive a quand un homme tape à la porte. Je tape à la porte, donc une dame qui n'est pas ma femme, elle ouvre la porte, premier réflexe. Non, vous avez jamais remarqué? Elle arrange son foulard. Ben, Baba, arrange ton foulard avant que j'arrive. C'est pas la peine de l'arranger devant moi. Ça, c'est des petits détails, mais il faut faire attention à ces choses-là, parce que ça peut donner aux hommes des mauvaises pensées. Oui, Sarah. Je pensais pour les jeunes filles qui sont pas mariées, vous parlez de s'habiller ou d'exposer sa beauté, peu importe. Mais des jeunes filles qui sont en recherche de se marier comme moi, comme mes copines. Je veux dire, on s'habille, on sait jamais, même dans le bus, dans le tramway, il y a plein d'histoires comme ça que les gens ils ont rencontrés. On sait jamais. Je veux dire, ok, très bien. je me mets. Mais même en chidour, vous devez vous Oui, habiller. chidour, oui, d'accord. Même dans la rue, même. Non, je dis même en chidour, faut pas être provocante. Ah non, mais je parle de provocant. Ok, là il parle de provocant, lui. Parce qu'il plaire qu'à son mari, c'est-à-dire qu'on est plus belle pour son mari et moins quand on sort dans la rue. Mais Oui, une si vous personne, êtes... une jeune fille, elle sera dans la rue, elle va pas dire bah non. Regardez Sarah, dans les halachot, même à Velout, vous savez c'est quoi l'halachot du deuil, Chas de Shalom? Même dans les halachot du deuil, il y a beaucoup de coulottes qui sont données pour les jeunes filles qui sont en recherche de se marier. Par exemple, une fille, elle n'a pas le droit de se maquiller pendant les Shiva et compagnie, il est écrit dans le Shulchan Aruch que si elle est en âge de se marier, elle recherche à se marier, eh ben, elle aura le droit. Vous avez raison, ça existe ce que vous dites. Attention, je n'ai pas dit non, je n'ai pas dit qu'une femme qui n'est pas mariée doit être moche pour tout le monde. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit qu'une femme qui est mariée, elle doit se faire belle pour son mari. Donc, une femme qui n'est pas mariée, ben, elle doit être belle pour être belle, elle peut éventuellement rencontrer quelqu'un, etc. Mais il faut faire attention à ne pas être provocante. Vient le Pele Yoetz. Vous avez entendu parler du Pele Yoetz, très très grand Rav Sfaradi. Il écrit, je vous lis dans les mots, on essaye de lire assez rapidement pour pouvoir avancer. Combien la femme doit faire attention, très attention à ne pas faire trébucher les gens. Parce que la femme qui fait ça, elle va, etc. Qui a marqué Travero ou Ra, ou Marioter mais Argo, celui qui fait fauter l'autre, c'est très très grave, c'est pire que s'il l'avait tué. Parce que quand tu le tues, tu tues son corps, pas sa neshama. Quand tu le fais fauter, tu tues sa neshama. Velachen tizaer shelot etse mekushete bifnei anashim. Donc il faut qu'elle fasse en sorte de ne pas sortir maquillée, trop maquillée, de façon exagérée devant les hommes. Que son kavod soit à l'intérieur. Après il dit il dit les rebeux, et ben eux je les félicite. Pourquoi qu'est-ce qu'ils font les rebeux? Chez Mastirim les shotem mikol ish. Parce que les rebeux ils cachent leurs femmes. De tout un chacun. Il dit de ce point de vue-là, moi je suis d'accord avec eux. Que de ce point de vue-là, hein, il n'a pas dit que le reste il est d'accord. Après, il continue et il dit Kol sheken de kal vachomer. Vous allez dire c'est une évidence qu'il dit maintenant. Mais dans notre génération, c'est plus une évidence. A fortiori, chez l'otani ket bena, qu'elle ne doit pas allaiter son fils, velo iyu dadea megulot bifne rabim, et que sa poitrine ne doit pas être découverte devant des hommes. Vous êtes d'accord que c'est pas très sain? Ok. Vechen tizaer shelo lagbia shule bgadea. Il ne faut pas qu'elle soulève maintenant ses vêtements. Ou qu'elle se gratte. Il dit, bah, parfois elle se gratte, genre pour moi elle se gratte, elle découvre tout son corps. Ça c'est le Pele Yoetz. Ça veut dire, il y a des façons d'allaiter, même quand on est en public. Il y a tout type de choses qu'on peut acheter pour se recouvrir. Une femme tsnoua, quand elle vient allaiter, elle ne se met pas en face de tous les hommes, elle essaie de se retourner pour allaiter. Bref, il y a des comportements de tsniout. Si une femme ne fait pas attention à ça, elle dit, mais c'est son premier, il n'a qu'un pas regarder. D'accord, mais toi tu n'as qu'un pas te mettre comme ça devant lui. Et ça c'est quelque chose d'important. Venez, Naoui. Ça, c'est quelque chose de très important. J'aimerais vous raconter une histoire. Écoutez bien l'histoire. Une fois, ma femme, elle m'a raconté. Elle me dit, c'était il y a très longtemps cette histoire, mais je me rappelle encore. Elle m'a raconté, elle me dit, écoute, je voulais te raconter un truc, peut-être tu vas pouvoir m'expliquer ce qu'il y a eu. Elle me dit, il y a une dame, donc c'est une dame, Blénara, elle avait déjà 125 ans, très très vieille, Blénara.
Et elle me dit, je la vois quand elle sort de chez elle, elle pose la main sur la mezouza comme ça, et je t'appartiens chez Molad, et elle murmure. Elle me dit, j'ai pas osé lui demander. La vérité à cet âge-là, il parle tellement fort qu'en général on m'entend, mais bon, j'ai pas entendu. Elle me dit, qu'est-ce qu'elle faisait? Je dis, la vérité, je sais pas. Je dis, je vais dire la vérité. Si ça avait été un homme, j'aurais compris. Le Gaon de Vilna, il dit, à son époque, que quand un homme il sort dans la rue, avant de sortir dans la rue, c'est bien qu'il pose sa main sur la mezouza et qu'il dise un texte dans lequel il dit, écoute, Akadosh Baruch Hu, je vais arriver maintenant dans la rue, dans un endroit qui est dangereux pour un homme normalement constitué et en bonne santé, et donc Hachem, protège-moi s'il te plaît de tout type de choses. Je lui dis, mais elle, c'est pas ça, ça va, c'est pas... Ma femme à ce moment-là, elle m'a dit, moi je sais peut-être ce qu'elle faisait. Elle pose sa main sur la mezouza et elle prie à Kadosh Baruch Hu que les hommes ne trébuchent pas à cause d'elle. Je lui ai dit, mais son visage c'est un but de gomme. 125 ans. Sur le point de mourir, la pauvre. Quoi, les gens, elle a de l'espoir, elle croit que les gens ils vont la regarder, ils vont tomber amoureux d'elle, ils vont flasher. J'ai dit à ma femme, c'est très joli ce que tu dis. Bémet, c'est très joli. L'homme, il prie pour ne pas fauter, la femme, elle prie pour ne pas faire fauter l'homme. Et le plus beau, c'est que c'est une Gemara. Vous avez face à vos yeux, face à vous, sous vos yeux, sous votre nez, je sais pas comment on dit, vous avez une Gemara. Cette Gemara, elle se trouve dans la Masechet Sota d'Af Kavbet. Vous l'avez ou pas? Vous l'avez écrit Sota d'Af Kavbet. Vea Amar Rabbi Yochanan a dit, c'est la deuxième ligne je crois, Lamadnu iratret mi betula. D'où est-ce qu'on a appris, c'est quoi la crainte de Dieu, la crainte de la faute? D'une jeune fille. Une betula, c'est une jeune fille donc vierge, c'est-à-dire c'est une jeune fille qui n'a encore jamais été mariée. Une jeune fille qui est en chidour, une jeune fille qui est, comme vous dites Sarah, dans votre situation, qui veut se marier. Comment on apprend? Des Rabbi Yochanan, Shama Leaï Betula, des Nafla Aapa. Rabbi Yochanan, un jour, il a entendu une jeune fille. Nafla Aapa, ça veut dire, elle s'est mise carrément elle se prosternait devant Akadosh Baruch Hu. Les filles à Tapaïm, c'est qu'on fait comme ça. C'est-à-dire, elle priait beaucoup de sincérité. Veka Amra, et elle disait, Ribon Oshel Olam, maître de l'univers, Barata Gan Eden ou Barata Geinam. Tu as créé le Gan Eden, tu as créé le Geinam. Barata Tzadikim ou Barata Rechaim. Tu as créé des gens pieux, tu as créé des Rechaim. Yehi Ratson milefanecha, s'il te plaît, Hachem Yitbarach, s'il te plaît, que ce soit l'effet de ta volonté. Shelo Ikashlu bi bnei Adam, que les gens, ils tombent pas à cause de moi, qu'il n'y ait pas de gens qui trébuchent à cause de moi. Gemara, à l'époque de la Gemara. Et la Gemara, elle dit, on apprend la crainte de la faute de cette jeune fille-là. Maintenant, faites attention. Les Chachamim, ils disent, c'était une jeune fille. C'est pas une femme mariée. C'était une jeune fille. Mais naturellement, une jeune fille, qu'est-ce qu'elle veut? Eh bien, elle veut se marier. Elle aimerait bien qu'on fasse un petit peu attention à elle. Et au passage, pour répondre à la question de Sarah, les Mefarshim, ils disent, elle n'a pas dit, il y a Ratson que personne ne me regarde. Elle dit, il y a Ratson que personne ne trébuche à cause de moi. Parce que bien évidemment, elle faisait des shidduchim. Mais quand on fait des shidduchim, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a une halakha, c'est que le garçon il doit voir la fille avant de se marier avec elle. Je crois que cette halakha, tout le monde l'accomplit. Baruch Hashem, les gens ils sont même parfois fanatiques de ça. Mais en tout cas, on est obligé. Donc elle n'a pas dit que personne ne me regarde. Elle dit que personne ne me regarde quand c'est pas dans une bonne intention. Une fois, il y a un satmer, il est sorti en shidduch. Un satmer, je ne sais pas si vous connaissez, c'est avec les grosses lunettes comme ça, qui marchent comme ça dans la rue. Il marche tellement comme ça qu'il trempe dedans, tu te connais? Et très attention aux yeux. Un jour, on lui présente un shidduch, et c'est son premier shidduch, il demande conseil, comment ça se passe, on lui explique et tout. Et puis il arrive, donc il est assis, évidemment à 1,5 km de la fille. Sniout, hein. La fille, elle est assise face à lui. Et puis voilà, ils discutent, vous imaginez, lui il est un peu timide et tout, elle aussi, ils discutent et tout. À la fin de la rencontre, la fille, elle s'adresse à Chatranit le téléphone au Bachro. Et elle lui dit, monsieur, écoutez, la fille, elle a dit que vous étiez quelqu'un de très très bien, ça a l'air de bien, mais par contre, elle a dit que vous aviez un joug dans la tête. Une folie. Dis-moi une folie. Il dit oui. Il paraît que toutes les 2 minutes 30, tu sortais de ta poche un œil, une espèce d'œil de poupée comme ça, un œil, et tu lui jetais dessus comme ça. Non, peut-être un peu plus tendrement. Il faut que ça arrive à 1 kilomètre. Alors il lui dit, mais... Donc elle se pose des questions, la fille. Alors, le garçon, il dit, mais évidemment, mais c'est pas de ma faute. Il dit, mais pourquoi tu fais ça? C'est la première fois qu'elle rencontre quelqu'un qui fait ça. La vérité, c'est la première fois qu'elle rencontre quelqu'un, mais là. Pourquoi tu fais ça?
Je dis, ben, je vais vous dire, c'est la première fois que je sors en Shidour. J'ai demandé à mon Rav qu'est-ce que je fais. Il y a une fille, on n'a pas trop le droit de la regarder, je ne sais pas quoi faire. Le Rav, il dit, écoute, tu jettes un coup d'œil une fois toutes les minutes et demie. C'est ce que j'ai fait. Donc, évidemment que cette jeune fille, elle voulait se marier, et que c'était important qu'elle se marie, et que c'était important qu'elle s'habille bien, et que c'était important. Mais elle a prié quelqu'un d'autre que les gens, ils ne fautent pas. Maintenant, j'aimerais tout de suite en arriver à un point très important. Le Gaon de Vilna, il dit. Et c'est important ça de le savoir. Et ça fait plaisir. Et sachez que ce n'est pas une invention quand vous entendez dans les rues ce genre de slogan. Le Gaon de Vilna, il disait que la mitzvah des hommes, quand on est dans une situation comme aujourd'hui, où on entend des tremblements de terre ici et là, où on est tous un petit peu angoissés, où on entend dans la même chalale les gens qui sont en train de se manger les uns des autres, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, il dit les hommes, le point principal, c'est le limud Torah. Les femmes, le point principal, c'est la tzniout. Évidemment, on a dit que les hommes, ils devaient aussi faire attention à leur tzniout, et que les femmes, elles doivent aussi étudier la Torah, c'est une évidence. Mais le point principal des hommes, c'est le limud Torah, le point principal des filles, c'est la tzniout. Et d'ailleurs, il dit, le Gaon de Vilna, c'est pas pour rien. Les hommes, leur plus grande difficulté, c'est d'étudier la Torah. Et ça va, il est fort pour les empêcher d'étudier, toujours ils vont trouver des bonnes excuses, et des bonnes excuses, allez, va, fais, truc. Ils ont du mal, parce que c'est une limite tellement grande que le Yetzirah, il met le paquet. Et bien les femmes, pareil. C'est tellement important la tzniout pour la femme, c'est tellement ça qui va lui permettre de s'élever et de grandir et de se rapprocher d'Hachem, que le Yetzirah, il met le paquet. Comme ça, le Gaon de Vilna, il disait. Et au passage, un jour, le Rav Asher Weiss, il me racontait qu'il était à l'étranger, et puis il devait parler à des gens un peu modernes comme ça. Et il y a des femmes qui ont dit au Rav, écoutez, que votre Rav ne comprend pas pourquoi on interdit aux femmes d'étudier la Torah, la Gemara, pourquoi on interdit aux femmes? Le Rav, il leur a dit, je crois que si vous aviez le devoir d'étudier la Torah, aucune d'entre vous n'étudierait. La preuve, regardez les hommes. Les hommes, ils ont le devoir d'étudier la Torah, ils n'étudient pas. Vous, comme vous n'avez pas le devoir, et pourquoi nous, on n'étudie pas, machin? J'aurais bien aimé voir si vous aviez le devoir. Comme ça, il aurait dit à Asher Weiss. Ça veut dire que quand tu as un devoir, et que c'est quelque chose qui va te rapprocher de Hachem Yitbarach, et bien le Yetzirah, il est très, 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 très important. Maintenant, regardez bien. Regardez bien, on va essayer rapidement de... Une question. Oui. Mais comment on fait? Parce que, en fait, nous, en tant que filles, enfin, je sais pas si c'est inné en nous d'être vraiment tout le temps sur notre 31, de vouloir vraiment être belle tout le temps. Mais je pense que, comme on sait que les hommes ils font très très attention au physique, et que nous aussi on va être regardés parce qu'on veut trouver notre chitour, alors du coup, nous aussi c'est important pour nous. Donc, comment on fait pour baisser un peu la. Il n'y a rien de plus important pour une femme que de se trouver belle. Il y a, Oui, mais on se trouve belle, il n'y a rien de plus important, il n'y a aucun problème à tous les matins te regarder dans la glace, dans le miroir, et te dire papa. Il y en a des pauvres, elles se regardent tous les jours dans le visage et elles disent tranche de cake. Ça arrive. Alors non, c'est important. Mais vous posez une bonne question. Mais il faut trouver le isoun. Oui, mais moi peut-être que je me trouve plus jolie si je fais la G, c'est pas forcément snoot. Ok, alors après ça dépend. Dans quelle situation vous êtes, dans quelle... Mais disons que si vous êtes en train d'aller au travail, vous n'avez aucune raison de devoir forcément attirer l'attention des garçons. Oui, ouais, mais bon, ça reste difficile. Ça reste en mode. D'accord, c'est difficile. Alors pourquoi c'est difficile? C'est difficile parce que le Yetzirah est très fort. Parce que le Yetzirah, il sait que c'est là le secret de la réussite de la femme. De la même façon que l'étude de la Torah, c'est le secret de la réussite de l'homme. Et c'est pour ça que c'est tellement difficile. Pourquoi c'est aussi très difficile? Pourquoi? C'est très difficile parce qu'il y a ce qu'on appelle l'effet de mode. Le monde dans lequel on vit, les gens ils sont tous comme ça. Tous comme ça. Et quand tu viens et que tu essaies de tenir des propos intelligents et intelligibles, les gens ils vont te dire mais tout le monde est comme ça. Même la femme de Rav Untel, même la femme du Admor de Clémentina, même la femme de un tel et un tel, tout le monde est comme ça. Ça c'est l'un des arguments que les gens y donnent. Ils disent tout le monde fait comme ça. Et le problème avec tout le monde fait comme ça, c'est quoi? C'est que si tout le monde fait comme ça, pourquoi moi je ne ferais pas cette chose-là? Moi aussi j'ai le droit de faire cette chose-là, il n'y a pas de problème, tout le monde fait comme ça. Alors d'abord il faut savoir ce que le Chafetz Chaim disait, je suis désolé encore une fois de parler un peu durement, le Chafetz Chaim il disait, quand les gens ils disent tout le monde fait comme ça, eh ben, il faut qu'ils se disent que c'est pas très grave. Au Gehinom, il y a de la place pour tout le monde fait comme ça. On risque d'être serré. Ça fait partie de la punition du Gehinom, on sera tous serrés dans la chaleur. Celui qui t'a maté parce que tu étais mal habillé, il va être serré à côté de toi dans le Gehinom, au moins il pourra kiffer pendant tout son séjour au Gehinom.
Esther. Ça veut dire que, ça veut rien dire tout le monde fait comme ça. Et ça, sortez de votre tête, tout le monde fait comme ça. On est Baruch Hashem des gens, avec une conscience, avec une envie de se rapprocher d'Hachem. Ce qu'Hachem il dit, c'est ça qu'il faut faire. Il ne faut pas chercher à faire ce que tout le monde fait. Sans parler du fait qu'on est bien d'accord entre nous. On est entre nous. On est bien d'accord que la majorité des gens, ils ne sont pas tous très intelligents. Ils ne sont pas tous très chachamim. On est bien d'accord. Une fois, il y en a un qui m'a dit, regarde, fais un essai. Sors à la fin du cours, quand vous y êtes, écris « Espèce d'abruti !» Tu vas voir, tout le monde va se retourner. Tu vois bien qu'ils sont tous des abrutis? Une fois, j'ai essayé, je suis descendu, j'ai crié « Espèce d'abruti !» Et une femme qui s'est retournée m'a dit « Vous m'avez parlé ?» J'ai dit « Comment tu sais ?» Elle m'a dit « Je m'appelle Ruti. » J'ai dit « Oui, mais j'ai dit abruti. » Je rigole, hein. Vous avez bien compris que je rigole. Je ne me serais pas permis de faire une chose comme ça en tant que rave, ni en tant que juif, ni en tant qu'être humain. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il faut faire attention à ne pas imiter ce que les gens font, parce que malheureusement, les gens ils font des choses, et le jour où la mode, ça sera de se couper la tête, chez Mishmor, il y en a qui le feront. C'est vrai, il y en a qui le feront, mais en attendant, on a intérêt un petit peu à avancer. Donc ça, c'était les quelques points importants qu'il fallait savoir, et je pense que ça valait vraiment, vraiment le coup de le savoir. Une fois, il y a une fille qui me dit « Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ?» Il y a une loi de la nature, c'est que les jupes, elles rétrécissent au lavage. Au début, elles étaient bien, ouais, vous voyez pas, au début, elles étaient bien, après, elles rétrécissent au lavage. Je dis « Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi si les jupes, elles rétrécissent au lavage, pourquoi les décolletés, ils grandissent au lavage ?» C'est comme ça. Soit logique, si ça rétrécit, alors si ça devrait rétrécir, mais Hachem, que ça rétrécisse et que les femmes elles soient bien habillées. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut faire attention. On est des gens sérieux, on est des gens honnêtes, on sait très très bien ce qu'Hachem attend de nous, et on ne peut tromper personne. Maintenant, avant d'en arriver à la dernière partie de ce cours, j'aimerais vous dire quelque chose d'important. Quand on parle de Chizouk, c'est sûr qu'on n'est pas à l'époque du Gaon de Vilna. Et c'est sûr qu'on ne peut pas aujourd'hui dire aux femmes restez chez vous à la maison, comme le Gaon de Vilna conseillait à sa femme de sortir que quand il y a vraiment une très grande urgence. On ne peut pas, mais on peut se renforcer un petit peu. Et dans les histoires que je racontais tout à l'heure, vous allez voir Bezrat Hashem que parfois un petit renforcement c'est déjà bien. On ne demande pas à l'homme de venir du jour au lendemain le Baba Salé, impossible. Mais par contre on lui demande de prendre un petit quelque chose sur lui, un petit quelque chose. Un petit centimètre de plus. Ou alors, pendant une certaine période, habille-toi bien. Je me rappelle d'une fille, elle me disait, moi j'arrive pas, c'est trop dur pour moi la sinoute et tout. Je lui dis, est-ce qu'un jour tu peux? Elle réfléchit. Donc elle mettait des mini trucs. Je lui dis, est-ce qu'un jour tu peux mettre un truc un peu plus long? Elle me dit, un jour? Ouais, je peux, en plein hiver. Je lui ai dit, ok. Et 3 jours tu peux? Elle me dit oui. Je lui dis, et est-ce que tu peux t'engager, Bezrat Hashem, sur 4 mois? Je vais vous dire la vérité, moi j'ai un peu de mal avec ce qui est long. Je lui dis, j'ai remarqué que tu as du mal avec ce qui est long. Hein. C'est comme ça. Engage-toi pour une petite période. Tu as du mal avec ce qui est long, engage-toi sur du court. Mais, essaye de t'engager. J'aimerais maintenant, Bezrat Hashem, en arriver à la dernière partie de cet exposé. Oui, Odel? J'ai juste une question par rapport à ce que Rabbi Yonah disait. Oui. Et du coup, si jamais il parlait que du visage et des mains, alors si notre but c'est de faire toutes les choses dans la synagogue et tout, alors pourquoi on en vient Vous avez raison. C'est pour ça que Rabbi Yonah, lui, ce qu'il conseillait, c'était aux femmes de ne pas trop sortir, de ne pas trop se montrer. Parce que même ton visage et tes mains, il y a des gens qui risquent, les hommes, ils risquent d'avoir des mauvaises pensées. Au jour d'aujourd'hui, on ne peut plus être comme ça. Au jour d'aujourd'hui, même le Rav Shach, il disait aux femmes qu'elles peuvent sortir dans la rue, heureusement, que c'est conseillé qu'elles sortent un petit peu pour se... Donc c'est sûr qu'au jour d'aujourd'hui, c'est plus ça la naga qu'on donne. Mais par contre, ce qu'on demande, c'est alors au moins les choses dont tu sais que les hommes, ça les rend un petit peu halbak, au moins ça, fais attention. D'accord? À l'époque, elles étaient réprimandées entre guillemets si elles sortaient? Non, pas si elles sortaient. Si elles sortaient sans raison, si elles s'affichaient. Vous comprenez? Tu peux... Pas si elles montraient leur visage, mais si, voilà, comme elle a dit tout à l'heure, Naomi, tu peux montrer ton visage d'une certaine façon, tu peux aussi te maquiller, ou à 250 km, on remarque que tu as envie de... Vous comprenez? Tu peux lâcher tes cheveux, tu peux mettre tes cheveux en pétard, tu peux, je sais pas. Ok? Maintenant, regardez.
quand les gens ils allaient voir les Gdolei Israël, chacun, ça pouvait être le Rav Chaim Kanievski, ça pouvait être le Rav Ovadia Yosef, ça pouvait être tous les Gdolei Israël. Et que les femmes elles disaient, nous voulons une Yeshua, nous avons besoin de quelque chose, nous avons besoin de nous renforcer, nous voulons nous renforcer dans quelque chose. Qu'est-ce qu'on doit prendre sur nous? Tous les Gdolei Israël, le point qu'ils disaient c'était la tzniut. On a compris que ce n'est pas par hasard, le Gaon de Vilna disait que c'était la mitzvah de la femme, c'était la façon de pouvoir se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et en plus, c'est un sacrifice de faire la tzniut, en particulier au jour d'aujourd'hui, c'est un grand sacrifice. Et donc, quand les gens ils venaient les voir, pour leur demander Be'ezrat Hashem, des Yeshuot, des Segulot, des choses, il leur disait faites la tzniut. Les gens aujourd'hui, ils adorent les Segulot. Une fois, il y en a un qui m'a dit vous n'avez pas par hasard une Segula pour trouver une dira rapidement? Je lui ai dit quand on trouvera une telle Segula, on te le dira. Mais il n'empêche qu'on cherche des vrais Segulot. Les vrais Segulot, Chachamim ils disent attention à la tzniut. Comment ça se fait? Comment ça se fait que faire attention à la tzniut c'est quelque chose d'important? Alors très rapidement, je vous explique ce que j'en pense. La Torah, elle dit, vous l'avez aussi là sous vos yeux, la Torah, elle parle de quelqu'un, de soldats qui vont à l'armée, au combat. Et la Torah, elle dit, Ki Hashem Elokecha mitaler bekerev machanecha le'atzilcha. Ne t'inquiète pas quand tu vas au combat, t'as Hashem qui est présent avec toi, avec les soldats. Ve'atet oivecha lefanecha, et qui va soumettre les ennemis face à toi. Ve'aya machanecha kadosh. Là où tu te trouves, ça doit être saint. Velo yerae becha ervat davar veshav macharecha. Et il ne faut pas qu'il y ait ervat davar, de la nudité, parce que sinon veshav macharecha, c'est quoi veshav macharecha? Qu'est-ce qu'il c'est? Sinon Hachem il se retire. Et tous les chachamim qui expliquent ce pasouk, ils disent on veut avoir Hachem avec nous, il ne faut pas qu'il y ait de nudité. Pas de nudité. Et au passage, ça concerne aussi les hommes. Tu veux qu'Hachem il soit avec toi, le secret, il ne faut pas qu'il y ait de nudité. Aya machanecha kadosh, il faut que l'endroit il soit non seulement propre, mais en plus il faut qu'il n'y ait pas de nudité. Donc si tu veux une Yeshua, c'est que tu as besoin que Kadosh Baruch Hu, il se mêle à ta vie et qu'il intervienne, eh bien ne le chasse pas. Qu'est-ce qui chasse à Kadosh Baruch Hu Kaviachol? C'est l'impudicité. C'est le premier point. Deuxième point qui est important, c'est la chose suivante, que la Gemara dans Brachot, elle demande comment ça se fait que les générations d'avant, elles avaient droit à des miracles patents, gigantesques, alors qu'aujourd'hui on a beaucoup moins droit à ce genre de miracles. Et la Gemara, elle dit, elle dit mais parce que nos ancêtres, eux ils faisaient Messirut Nefesh. Eux ils étaient prêts à faire Messirut Nefesh, à faire des efforts, des sacrifices très grands pour pouvoir se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et quand il y avait des choses à faire, ils le faisaient. Donc eux ils avaient des miracles. Une femme a été stérile, mais le père et la mère ont fait un sacrifice, et bien ils ont eu un sacrifice. Ben oui, puisque c'est comme ça que ça marche. Tu fais de la Messirut Nefesh, Hachem Yitet. Maintenant écoutez bien, au jour d'aujourd'hui, on veut des Yeshuot, on veut des miracles. Souvent ce qu'on demande à Kadosh Baruch Hu, c'est de l'ordre du miracle. Comment on fait? C'est quoi le secret, la recette pour avoir des miracles dans notre vie? Sacrifice. Il faut faire un sacrifice, et comme vous l'avez très bien dit Sarah tout à l'heure, et vous toutes vous le savez très bien, aujourd'hui pour une femme de faire attention à cette sniout, c'est un sacrifice. Aujourd'hui pour une femme qui est très belle et à laquelle on propose de mettre sa tête quand elle est maquillée pour pouvoir avoir de la parnassa pour les maquilleuses, et on lui dit vas-y mets ta tête, c'est un sacrifice pour elle de refuser. Pourquoi? Parce que c'est très difficile, et en plus c'est la mode, et en plus les gens ils insistent, et en plus on a du mal à dire non, et en plus. Quand tu fais un sacrifice, tu as des miracles. Maintenant je vais vous dire, je voulais vous raconter, Be'ezrat Hashem, des histoires, ou une histoire, mais une vraie histoire, une histoire bien parlante, une histoire de comment quelqu'un qui fait attention à cette sniout, comment quelqu'un qui s'engage à prendre la sniout sur lui, comment il a des miracles. Maintenant, des histoires, il y en a des milliards. Des milliards et des milliards et des milliards. Et Bémet, il y a même un cave téléphone, cave à sniout, ils en racontent en veux-tu, en voilà. Maintenant, moi, pour celles qui me connaissent, j'ai un peu l'esprit critique. Et je suis un peu dubitatif, incrédule, appelez ça comme vous voulez. Et j'ai une histoire que j'ai entendue de quelqu'un, bof, c'est mignon, c'est screen, mais
Je me méfie un petit peu, parce que je ne peux pas me permettre de raconter dans un cours une histoire que j'ai entendue, de quelqu'un qui a entendu lui-même de quelqu'un, qui finalement il s'avère qu'en fait l'histoire n'était pas vraie. Impossible. Je me suis rappelé que j'avais une élève qui m'avait raconté quelques miracles, et je ne me rappelais plus exactement du miracle, comment c'était, et je ne me rappelais plus exactement de tous les détails. Aujourd'hui, je lui ai téléphoné, et je lui ai demandé, s'il vous plaît, madame, racontez-moi l'histoire. Ce soir, je donne un cours. J'ai besoin d'une belle histoire sur la tsniout et les miracles, les yeshuot. Je me rappelle que vous m'aviez raconté une histoire. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me la re-raconter? Elle s'est fait un régal à me la raconter. Je me suis fait un régal à l'écouter. Et maintenant, j'aimerais qu'on partage ce régal. J'espère que vous allez vous régaler. Juste, je vous préviens. Cette femme-là, c'est une femme. Moi, je la crois aveuglément. C'est une dame, à chaque fois que je fais une tournée en France, c'est dans cette famille que je suis accueilli. C'est une dame qui a une hirat shamaïm gigantesque, une émouna, je vous dis, quand je vais en France et que je suis dans leur famille, pour moi c'est une cure de émouna. Mais franchement, moi je viens là-bas pour les renforcer, c'est moi qui sors renforcer. Il y a même ici une cousine à elle, Révital, cousine à elle. Donc, vous pourrez, si vous voulez après vérifier que tous les détails sont vrais. Cette dame-là, elle s'appelle Rena Bracha. Et elle m'a dit que je pouvais raconter, que je pouvais même dire les noms pour que ça rapporte de la crédibilité aux propos. Cette femme-là, elle s'appelle Rena Bracha. Donc comprenez que tous les détails que je vous dis maintenant, au moment où elle parlait, j'étais en train de noter, parce que je ne voulais pas faire qu'il y ait des choses pas précises. Quand j'avais des petits doutes, après je lui ai redemandé. Rena Bracha, tout le monde la connaît? Waklin, vous la connaissez? Ça va. Alors je vais faire attention à ce que je vais dire maintenant. Écoutez bien. Aujourd'hui je l'ai au téléphone, donc c'est très frais, ça veut dire que j'ai entendu du cri richon. Elle me raconte la chose suivante, je commence. Elle a une sœur qui s'appelle Jennifer. Jennifer Abekassis, si un jour vous êtes pressé que vous voulez écrire Abekassis rapidement, A, B, K, 6. D'accord? C'est beau, c'était vraiment prévu. Cette femme-là, elle est tombée enceinte de jumeaux. Bon, ça arrive, pour l'instant, tout va bien. Un jour, elle va faire une échographie. Et dans l'échographie, les médecins disent, écoutez bien, il y en a un qui va bien, l'autre, on ne comprend pas ce qu'il a. Il a un problème, un truc rarement vu, pourtant on est des compétents, on ne comprend pas ce qu'il a. Et ils commencent à faire des vérifications et des examens les uns après les autres. Au bout d'un moment, ils lui disent, madame, voilà, on doit vous annoncer, le bébé, il a de sa peau une grosse boule de sang comme ça qui sort. Plus le temps y va, plus la boule elle grossit. Il dit, et le pire, c'est qu'il risque de tuer le deuxième. Donc immédiatement, il faut procéder à l'accouchement. Donc évidemment, provoquer et déclencher l'accouchement. Maintenant, elle est complètement folle de peur et tout. Où est-ce qu'elle se réfugie? Vers sa sœur. Donc Jennifer, c'est la sœur de Rena. Et Naomi, c'est la sœur de Shirel. Alors, vous ne pouvez pas comprendre pourquoi j'ai dit ça. Alors, comment il s'appelle? Donc, elle prend le téléphone et elle appelle. Elle appelle sa sœur Rena Bracha, elle appelle. Maintenant, elle me raconte, Rena Bracha, elle me dit, on était, donc elle habite dans le 16e en France, à Paris, elle habite à Paris. Et elle me dit, nous on était où? On était en vacances à Ashdod. On était à la plage, à Shem Ishmor, à Shem Yerachem, la plage mélangée, on était là-bas. Elle dit maintenant, donc moi j'étais loin de mon téléphone, et je me doutais de rien. Elle me dit, mais je peux vous dire, Kvodarav, ce que je ressentais intérieurement. Je ressentais intérieurement que c'était pas beau ce que je faisais, d'être en maillot de bain comme ça, qu'il y a des hommes qui peuvent me regarder. J'arrivais pas à lui dire, j'arrivais pas à dire à mon mari, c'est fini, on va plus dans une plage comme ça, mais je me sentais pas bien. Elle me dit, et à tel point vrai, que Béhémet, elle me dit, Béhémet, toute cette journée-là, j'étais dans l'eau comme ça, en train de me cacher dans l'eau, je restais dans l'eau, je voulais pas dire je m'en vais, mais je restais dans l'eau pour comme ça qu'on ne voit pas mon corps. Et les poissons qui pouvaient voir. Ok? Alors, elle me dit, et je sors, et je vois sur le téléphone 30 sirotes chez Lo Neenu. Non, c'était pas une Tunisienne, sa sœur. Genre, pss, pss. C'est les Tunisiens, quand ils veulent un truc, ils te lâchent pas tant que pss. Non, c'est pas Tunisienne, Marocain. 30 fois. Elle se dit, qu'est-ce qui se passe? Mais dans le Shalom, elle téléphone à sa sœur, elle entend sa sœur en larmes.
Elle lui dit, écoute ce qui se passe, ils vont me déclencher, moi je voulais d'abord te parler à toi, etc. Regarde ce qu'ils m'ont dit, regarde ce qu'ils m'ont annoncé, Hashem Achev, Hashem Ishmor et tout. Elle me dit, Rena Bracha, j'ai pris sur moi immédiatement la tsniout déjà, de dire que ça y est, je ne me tremperai plus en maillot de bain. Par contre, je ne sens rien. Je mettrai une tunique, quelque chose, je mettrai un maillot de bain de tsniout, je mettrai quelque chose. Tov, elle me dit, elle essaye de rassurer sa sœur, t'inquiète pas, Kapara, tout va bien se passer, ne t'inquiète pas, comme le CDR, on va prier très très fort et tout. Elle vient voir son mari, donc Rena Bracha, elle lui dit, est-ce qu'on peut aller, s'il te plaît, sur les kivrei tzadikim. Je sais que tu avais prévu qu'on passe les vacances à faire des choses un peu plus, qui détendent un peu plus, qu'aller faire les kivrei tzadikim pour prier et tout, mais s'il te plaît. Son mari, un grand tzadik, Rabbi David, il a accepté, il a dit ok, il prend la voiture, il la conduit sur les kivrei tzadikim. Elle arrive sur le kever de Rabbi Meir, et à ce moment-là, elle a réussi à avoir un mekoubal, un très grand mekoubal, qui habite à Netivot. Elle a réussi à lui parler. Le mekoubal, il lui a dit, écoutez-moi bien, plusieurs instructions. Première instruction, vous allez, Bezrat Hashem, vous, votre famille, vos amis, un maximum de personnes, vous allez faire en sorte que pendant 40 jours, il n'y ait pas de prière qui s'arrête. Ça veut dire, je ne sais pas, la nuit, lui, il lit. Le jour, lui, il va dormir, l'autre, il lit. Qu'il y ait comme ça un roulement, de sorte à ce que pendant 40 jours, il y ait des tefilot qui soient faits pour lui, sans arrêt. Premièrement. Deuxièmement, tu vas dire à ces personnes-là que maintenant, pendant 40 jours, on s'engage à faire tsniout, à s'habiller de tsniout. On s'engage pendant 40 jours à prendre la tsniout sur soi. Deuxièmement. Troisièmement, le médecin, il va être très pessimiste, comme ils savent très bien faire Bliaïnara les médecins. Chaque mot pessimiste qui sort de la bouche du médecin, toi, tu le transformes en optimiste, en positif. Voilà ce qu'il lui dit. Il lui dit, et Be'ezrat Hashem, je regarde bien les termes pour rien avoir truc, et voilà. Donc elle a commencé à faire les Teilim. Oui, maintenant, excusez-moi, j'ai oublié de vous dire, la maladie qu'il avait, le bébé, bon ça je vais y arriver après. Donc en tous les cas, elle a commencé à faire ses Teilim, et ses Teilim, et ses Teilim, et ses Teilim. Les médecins, ils lui ont dit, vous savez, le bébé, il est vraiment sur un fil. Elle a répondu, oui, un fil de 120 ans. Les médecins l'ont pris pour une folle, un fil de 120 ans. Elle, tout ce que le médecin il disait, elle regardait positif. Il n'a pas beaucoup de chance, il a beaucoup de chance. Tout, comme le Mekoubal, il a dit. Donc, ça c'est ce qui s'est passé. Baruch Hashem, attendez. Oui. Le bébé, donc les deux bébés sont nés. Évidemment, on prie, 40 personnes, 40 jours, excusez-moi, on prend sur soi la tsniout. Elle, donc Rena Bracha, elle a pris sur elle la tsniout. Sa sœur, elle a pris sur elle la tsniout. Ils ont tous pris sur eux la tsniout. Ok? Maintenant, le bébé est né. Et les médecins ils lui disent, écoutez madame, donc celui qui va bien, le jumeau, lui, Bezrat Hashem, il pourra vivre bien. Mais celui qui est né, il a entre 7 jours et 10 jours de vie. Pas plus. Elle a dit, ouais, entre 7 jours et 10 jours multiplié par 1 million, on s'inquiète pas. Ils l'ont prise pour une folle. Elle dit, non, moi je m'inquiète pas, moi, je t'appartiens chez moi. Bekitsour, le bébé, il avait une maladie, très grave maladie. Cette maladie, elle m'a dit, ça m'a presque choqué quand elle m'a dit ça. Vous avez déjà vu le film Elephant Man? Mais c'est un homme qui avait un défaut, des problèmes génétiques très graves. Quand tu le vois, tu vois un Elephant Man, quoi. Il l'appelle l'éléphant. Il a une tête. T'as peur quand tu le vois. Un monstre. Ils lui ont dit, il a cette maladie, c'est une maladie hyper rare. Le bébé, il a cette maladie. Tu vois, la poche, elle grossit. Et la poche, elle est plus grosse que le poids du bébé à chémissement. Et voilà ce qui se passe. Ils ont dit qu'il va falloir faire des chimiothérapies, il va falloir faire de la radiothérapie, il va falloir faire des opérations pour essayer d'enlever un petit peu cette poche. Bekitsour, au bout d'un moment, les médecins ils lui ont dit, écoutez madame, maintenant on va tenter une opération, c'est la dernière chance. Elle a dit, pas de problème, faites l'opération. Elle dit, mais on vous prévient, ne comptez pas trop dessus. Mais on fait ce qu'on peut, ne comptez pas trop dessus. Elle dit, allez. Non, elle, en attendant, Rena Bracha, elle savait qu'il y avait une lourde opération qui allait se passer. Elle était au Kever Rachel.
Elle va au Kever Rachel, elle demande à Rachel beaucoup d'Yeshuot, beaucoup de bonnes choses, elle dit à sa soeur, t'inquiète pas, tout va bien se passer. Une opération qui dure 20 heures. 20 heures d'opération. Lorsque les médecins ils sortent du bloc opératoire, ils disent à la maman, donc à Jennifer, ils disent, écoutez madame, d'abord on s'excuse, parce qu'on vous a pris pour une folle, mais en fait c'est vous qui aviez raison. On a fait l'opération, mais vraiment, c'est pas nos mains qui ont fait l'opération, nos mains elles étaient guidées comme ça. Un truc jamais vu, jamais vu. On sait que maintenant on comprend que vous avez un Dieu. Et vraiment remercier votre Dieu. Et elle me dit, elle a cru qu'il allait lui sauter dessus, le médecin, tellement qu'il était... Heureusement qu'il n'est pas sauté dessus, elle avait pris sur elle justement la tsniout. Et elle me dit, voilà. Maintenant, je lui ai demandé quand même, avec mon esprit un petit peu critique, aujourd'hui, donc ça c'est une sorte qui remonte à 13 ans, là c'est bientôt leur bar mitzvah aux 2 jumeaux. Je lui ai dit, mais aujourd'hui il va bien. Elle me dit, alors évidemment, pendant 1 an il devait être avec une sonde. Sa Brit Mila ils l'ont fait à l'âge de 4 ans et demi, et pas du 8e jour, parce qu'il y avait quand même des dangers. Et au jour d'aujourd'hui, il a un petit angiome. Petit angiome, c'est-à-dire une petite trace comme ça sur le corps, qu'à l'âge de 18 ans, s'il veut, il pourra faire une opération laser pour la retirer. Aujourd'hui, il va très bien, tout va bien. Les 2 jumeaux, Baruch Hashem, l'un c'est Simon, et l'autre c'est Elior. Qui est Elior? Elior, exactement. Elior et Simon. Ça c'est, vous confirmez ce que je dis? Il a fait. Ça c'est l'épisode numéro 1. Épisode numéro 2. Madame Jennifer, elle apprend une terrible nouvelle. C'est une histoire qui se passe 5 ans après. Madame Jennifer, elle reçoit un coup de fil. On lui dit, Madame, votre autre jumeau, Elior, il s'est fait renverser par une voiture. Il était près de l'endroit où il y avait l'école. Il s'est fait renverser par une voiture. Maintenant, immédiatement, elle est en panique, pas possible. Elle appelle sa sœur, Rena Bracha. Elle lui dit, écoute, moi j'ai été faire du Bikur Cholim, là je suis très loin là, de l'endroit où ça s'est passé. Je t'en supplie, cours, fonce, fais ce que tu peux pour vite être sur place, pour pouvoir aller être avec le petit Elior. S'il te plaît, fais quelque chose. Il avait quel âge le petit Elior? Il avait 5 ans. S'il te plaît, fais quelque chose. Elle arrive, elle prend un taxi, elle essaie de faire ce qu'elle peut. Elle me dit, Bichlal, tout l'endroit, il était encerclé par la police. Pourquoi? Ils ont pensé qu'il y avait eu une fusillade. C'est-à-dire que le choc qu'il y a eu entre la voiture et le crâne du bébé était tellement fort qu'ils ont cru que c'était une fusillade. Mais Kitso, rapidement, ils ont compris que ce n'était pas une fusillade. Rena Bracha, elle arrive dans le camion des pompiers, elle dit laissez-moi le voir. On dit non, que sa maman. Non, mais sa maman, elle me demande non, que sa maman. Bref, elle m'a la saute. Ils le conduisent à l'hôpital Necker. La première histoire aussi, c'était à l'hôpital Necker. Je ne sais pas si vous connaissez, moi je ne connais pas. C'était à l'hôpital Necker. Ils arrivent à l'hôpital Necker et la maman, sauf elle arrive, elle dit je veux voir mon bébé. Il dit mais attention, hein, vraiment, tout le front était complètement ouvert. Et là, les médecins, ils disent à la maman regardez, le bébé, il a un édème cérébral. Alors elle dit shkoun. C'est quoi un édème cérébral? On dit madame, il a de l'eau qui est rentrée dans le cerveau. De l'eau dans le cerveau. Elle raconte, Jennifer, elle dit au moment où j'ai entendu eau dans le cerveau, je ne sais pas pourquoi ça m'a fait tilt. Ah ouais, mais je vais à la piscine mixte. J'aurais pas dû faire ça. Je vais à la piscine mixte, j'aurais pas dû faire ça. Parce que ce que j'ai oublié de vous raconter, je suis désolé, voilà, vous voyez, heureusement que j'ai noté. Ce que j'ai oublié de vous raconter, c'est qu'au moment où elle a eu ses 2 jumeaux et que l'un était très malade, elle a dit à son mari, écoute l'Aziz, je pense que c'est normal qu'on ait des enfants à problème. Regarde, on ne respecte pas les lois de Nida. On ne respecte pas. Ah, tu t'imagines, les enfants qui naissent, ben, c'est possible qu'ils aient des problèmes. À ce moment-là, elle a dit, on va acheter des lits séparables. Non, lui, je ne sais pas s'il est de Meknes ou pas, mais il lui a dit non, pas question. Elle était toute seule pour acheter des lits. Et donc, elle avait pris sur elle tout ça. Maintenant, après, elle avait pris en plus un grand rizouk pendant les 40 jours. Mais bon, une fois que les 40 jours ils sont finis, que Baruch Hashem, le bébé, tout va bien, elle a un peu lâché tout. Et maintenant, elle se rappelle, elle dit, ouais, l'eau dans le cerveau, l'eau, la piscine. C'est comme ça elle raconte. Jennifer, vous pouvez lui demander, Jennifer avec Assis, comme ça, elle raconte. À ce moment-là, donc elle entend le médecin qui dit ça, et le médecin, elle m'a même envoyé les documents, Rena, elle a encore les documents des médecins qui avaient envoyé, elle les a même envoyés pour que je vois bien tout ça de mes propres yeux. Les médecins ils lui disent, madame, écoutez, le pronostic vital du bébé est en jeu, ça veut dire
en bon français, peut-être qu'il va mourir. Et même s'il vit, avec certitude, il sera un légume. Moi, je connaissais l'expression une plante. Là, elle m'a appris une nouvelle expression, il sera un légume. Un légume. Alors, elle était désespérée, elle dit, mais qu'est-ce qui se passe, machin. Elle appelle sa sœur, qu'est-ce qu'on fait? Réna, non, elles étaient à côté l'une de l'autre, je crois. Réna, qu'est-ce qu'on fait, machin? Réna lui dit, t'inquiète pas, on va prier, tout va bien se passer, t'inquiète pas, t'inquiète pas, t'inquiète pas. À ce moment-là, il y a Rav David Pinto qui voulait parler à la maman, parce que tout le monde avait parlé de l'histoire, c'était près de l'école que ça s'était passé à Levallois. Bref, le Rav David Pinto, il n'arrive pas à voir la mère était en train de coucher ses états, mais on lui a dit, appelez sa sœur, Rena Bracha, et il appelle Rena Bracha, il lui dit, écoutez madame, il va falloir, Bezrat Hashem, que vous preniez sur vous de vous renforcer autant que vous pouvez, que les gens y fassent des Maasim Tovim, et Bezrat Hashem, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Non, il lui a dit, et vous m'annoncerez des bonnes nouvelles, Bezrat Hashem. Vous m'annoncerez des bonnes nouvelles. Rina Bracha, elle raconte, elle téléphone à son père il était au Maroc, un homme très pieux, très pieux, un homme très pieux, simple et pieux et beaucoup d'émouna. Elle appelle son père au Maroc, son père il dit, je suis en train de dire les télim, ma fille était en pleurs. Il dit, papa écoute, les télim c'est très beau, mais maintenant il faut que tu fasses quelque chose d'incroyable. Nous on veut qu'Hachem il fasse l'incroyable avec nous, nous on doit faire l'incroyable. Papa, tu vas trouver un pauvre, tu vas l'aider, tu vas lui donner tout ce dont il a besoin. Il dit, mais je suis en train de dire les télim, papa tu laisses tomber les télim. Et là le père il lui raconte, il dit un truc que j'ai jamais vu. Visiblement le Maroc c'est pas comme à Baïd Vagan. Il dit, au bout de 2 minutes, un pauvre tape à la porte. Il dit, jamais un pauvre tape à la porte. C'est un ange qu'on m'a envoyé, un pauvre tape à la porte, j'ai besoin d'argent. Il l'a aidé. Il dit, c'est la première fois que ça lui est arrivé. Bref, il lui a donné tout ce qu'il avait à lui donner. Ça, c'était le début de l'histoire. Maintenant, Rina, elle appelle sa maman, Rina Bracha. Elle dit, maman, et toi, qu'est-ce que tu prends sur toi? Et papa, il a fait le zakat. Tu prends quoi sur toi? La mère, elle dit, bon, ok, je vais prendre la tsniout, Bezrat Hashem, je vais prendre la tsniout sur moi. Bravo, maman, kol hakavod, merci beaucoup, maman. Elle appelle sa sœur, et lui dit, toi, qu'est-ce que tu prends sur toi? Elle dit, moi aussi, je prends sur moi la tsniout. Moi aussi, je prends sur moi. Et là, Irina, elle dit, et moi, qui avais déjà pris la tsniout sur moi, parce qu'elle n'avait pas lâché l'affaire, elle dit, moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris sur moi de dire des télim tous les jours. Donc sa sœur Jennifer, elle a pris sur elle de jeter ses pantalons. Elle a même envoyé une photo de sa garde-robe sans les pantalons. Rena, elle a pris sur elle de faire des télim. La mère de Rena et donc de Jennifer, elle a pris sur elle de quoi? De s'habiller de sniout. Elle dit, et là, elle descend. Rena de je sais pas où, elle est dans des escaliers quelque part, elle descend, elle s'adresse à Kadosh Baruch Hu, elle dit, écoute Kadosh Baruch Hu, le bébé il est dans le coma, on lui donne très peu de chance, regarde Kadosh Baruch Hu, je t'en supplie. Qu'est-ce que tu attends de nous? Tu attends de nous qu'on se renforce? Voilà, moi j'ai pris sur moi les télim. Ma soeur elle a pris sur elle, c'est très dur pour elle de retirer ses pantalons. Elle a retiré ses pantalons. Maman elle a pris la tsniout. Hachem Yitbarach fait quelque chose. Là on est trop angoissé, on n'arrive plus à vivre. Hachem fait en sorte que rapidement il se réveille. Et qu'il se réveille Bezrat Hachem en bon état. Le lendemain matin, à 6h du matin, elle reçoit un coup de fil de sa sœur. Sa sœur elle lui dit, je t'abbar chez Molarad. Il s'est réveillé. Et quand il s'est réveillé, première question qu'il a posée, il est où mon frère? Voilà, c'est bon, Giro. Deuxième question, alors, deuxième chose, pouvez-vous donner des frites s'il vous plaît? Donnez-moi des frites s'il vous plaît. On lui a dit, vas-y, marche. Il est descendu du lit, il a commencé à marcher. Les médecins, ils n'ont pas cru. Et ils n'ont pas cru. Ça, c'était et les médecins, ils lui ont dit, il n'y a que chez vous qu'il y a des choses comme ça qui s'arrivent. Au même Necker, hein. Au même Necker, ils étaient... C'est la deuxième fois que ça arrive. Ça, c'était le deuxième épisode. Maintenant, j'en arrive au troisième épisode. Ne vous inquiétez pas pour ceux qui sont pressés, il n'y en a que 12. Donc, c'est une blague, il n'y en a que 3. Ne vous inquiétez pas. Troisième épisode, 6 mois après, je crois. Quelques mois après. J'ai dit, je serais précis. Quelques mois après, peut-être 6 mois, peut-être que quelques mois, peut-être ça revient même. Jennifer, ouais, de toute façon vous allez vouloir la rencontrer, l'embrasser, l'enlacer et tout. Jennifer, hein, c'est... D'accord? Jennifer, je la connais aussi Jennifer, ne voyez pas que je connais que Rena Bracha, je la connais aussi très bien Jennifer. Très très bonne femme, son mari aussi, quelqu'un de très très bien. Bekitso, je ne sais pas pour faire de la pub, Jennifer, elle va faire une mammographie. Donc c'est quelques mois après, le miracle, que le bébé va bien. Dans la mammographie à Shanishmor, il repère un cancer
qui était déjà au stade numéro 4 sur 5, chez Mishmor. Elle se met dans tous ces états. Les médecins lui disent, écoute, il faut le plus vite possible. On va faire une biopsie d'abord pour voir si c'est bénin ou malin, si c'est grave ou pas. On va faire une biopsie. Et rapidement, dès qu'on a les résultats, il faut qu'on attaque la chimiothérapie, la radiothérapie, l'ablation du sein qui est en problème. Il faut qu'on fasse tout ça très rapidement. Bref, elle se met dans tous ces états. Elle appelle sa sœur. Mais qu'est-ce qu'on a fait, Hachem? Qu'est-ce que j'ai fait, Hachem? Mais qu'est-ce qui me veut, Hachem? Pourquoi il me fait ça? Mais encore une fois, mais qu'est-ce que... Elle était dans tous ces états. Sa sœur, elle dit, écoute, tu prends la tsniout sur toi. Ouais, genre, la conscience. C'est Ratov. Tu prends la tsniout sur toi. Ah non, alors là, non. Là, ça suffit, j'en ai marre. J'en ai marre. Combien on peut faire? Arrête. Elle lui dit, bon, ben écoute, on baisera ta chaîne, hein, on va prier, on espère que tout va bien se passer et tout. Elle avait rendez-vous le mercredi d'après pour commencer les tipoulim, la chimiothérapie et compagnie. En attendant, Rena Bracha, elle téléphone à un certain Rav Brebi. Ce Rav Brebi, c'était le gendre d'un certain Mekoubal Ravi Fergan. Je ne connais pas très bien, moi, les kabbalistes, mais en tous les cas, elle appelait le Rav Brebi. Le Rav Brebi, il lui a dit, écoutez, il n'y a qu'une chose à faire. Vous allez voir votre sœur et vous allez lui dire que dorénavant, elle doit prendre sur elle la tsniout, mais de façon vraiment, ça y est, hein, on s'amuse, on attend que ça aille mieux et on arrête. Vraiment de façon totale. Qu'elle prenne sur elle la tsniout de façon totale. Et Bezrat Hashem, par le mérite, non seulement quand elle ira Bezrat Hashem mercredi, tout ira bien, mais en plus, elle aura le mérite d'avoir une fille. Maintenant, elle voulait beaucoup avoir une fille, cette Jennifer. Et au passage, quand elle a entendu que Rena Bracha a été au Kever Rachel, et que grâce au mérite de Kever Rachel, qu'est-ce qui s'était passé? Le bébé, il avait guéri. Il s'était réveillé. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, moi, Blin Eder, Bezrat Hashem, Ishtabar Shemo, j'ai un fils, une fille, je l'appelle Rachel. Bref. Alors là, Rena Bracha, la conscience, elle retourne voir sa sœur. Elle dit, écoute, Yawildi, voilà, j'ai parlé au Rav Brebi. Il a dit, il n'y a pas d'autre solution. Tu prends sur toi la tsniout, mais totale. Elle a dit, écoute ma chérie, je suis incapable. Je peux pas. C'est trop me demander, on peut pas me demander trop. Elle a dit, écoute, regarde, il l'a dit, en plus il a promis une fille, toi tu voulais une fille, il a promis une fille, il a dit tout irait bien, regarde, bientôt il y a un examen. Tu comprends bien qu'Hachem s'attend, il s'adresse à nous, il veut quelque chose. Elle a dit, je suis incapable. Elle a dit, bon, bah écoute, au bout de 3 jours, c'est bientôt fini, ne vous inquiétez pas. Au bout de 3 jours, ah non, c'est là l'histoire, excusez-moi, l'histoire de la photo avec les pantalons, qu'elle envoie la photo comme quoi elle enlevait les pantalons, c'était pas le truc d'avant. Le truc d'avant, elle avait pris sur elle la tsniout, mais elle n'avait pas envoyé de photo. Là, elle a envoyé une photo comme quoi elle a jeté ses pantalons. Et elle dit à sa sœur, bah écoute, j'ai compris, maintenant regarde, il faudrait que je me couvre la tête. Mon mari, je ne sais pas s'il mais il n'est pas d'accord de m'acheter une perruque. Alors Rena, il n'y a pas de problème, tu viens à la maison, ma perruque, je te la donne. Elle avait une très jolie perruque, Rena Bracha, qui allait très très bien à Jennifer. Jennifer, elle vient, elle l'essaye, super belle, tout va bien. Elle prend la perruque de Rena Bracha. Elle arrive mercredi pour commencer les tipoulim, parce qu'en attendant, on a eu les résultats de la biopsie, et on a vu que malheureusement c'était un vrai cancer. 4 sur 5, 4. Jennifer, elle dit au médecin, écoutez, juste, je vous en supplie, avant de me faire la chimiothérapie, s'il vous plaît, venez, on va faire une biopsie. Alors les médecins m'ont dit, mais vous plaisantez ou quoi? On ne s'amuse pas ici à faire des biopsies, on veut tuer en voilà, quoi. Tous les jours, tu vas me dire, refais-moi une nouvelle biopsie, mais c'est pas. Alors elle dit, ouais, mais maintenant, il y a beaucoup de choses qui se sont passées, beaucoup de choses. S'il vous plaît, faites une biopsie. Bref, elle insiste. Vous vous rappelez combien de fois elle avait appelé sa soeur, le toit? 40 fois. Donc là, elle insiste. Une biopsie, s'il vous plaît, une petite biopsie. Allez, petite biopsie. Bref, ils lui ont fait une biopsie. Et là, les médecins, ils viennent la voir et ils lui disent, il y a eu un truc qu'on n'a jamais vu. Un truc jamais vu, qui ne s'est jamais produit. C'était, tout est bénin. C'est vrai qu'il y a quelque chose, il y avait quelque chose dans ton sein, quelque chose de précis, mais tout est bénin. Elle dit, c'était une erreur, voilà. C'était une erreur. On n'a jamais vu ça. En général, quand on fait une biopsie, on est très précis. C'était une erreur. Et nous, on fait rarement des erreurs. Alors là, elle a répondu la phrase très très belle. Elle dit, vous faites rarement des erreurs. Mais Dieu, il ne fait jamais d'erreurs. Jamais. Et voilà comment ils ont eu
Donc elle a guéri, enfin, elle n'était pas malade, elle est Baruch Hashem. Ils ont eu une fille qu'ils ont appelée Anna Rachel. Et voilà. Ça veut dire quoi, et voilà? Ça veut dire que cette histoire-là, au jour d'aujourd'hui, cette Jennifer, ben, partout où elle peut, elle raconte cette histoire. Dès qu'elle a une occasion, elle raconte cette histoire. Et elle s'adresse aux femmes, surtout quand elle entend une femme qui a un début de maladie, un semblant de quelque chose, un problème. Elle s'adresse aux femmes et elle leur dit, regardez, moi, Akadosh Baruch Hu, il voulait quelque chose de très simple de moi. Il voulait que je prenne sur moi la tzniout. Au jour d'aujourd'hui, je la connais, elle est très tznoua, Baruch Hashem. Hashem, il voulait que je prenne sur moi la tzniout. Mais moi, j'étais trop rebelle, je voulais pas, non, pourquoi, truc, machin, etc. Hashem m'a envoyé une épreuve. J'ai pris la tzniout, miracle. Après, je me suis relâché. Autre épreuve. Elle s'adresse aux femmes et leur dit, mais tzadikot, c'est dommage. Pourquoi avoir besoin d'en arriver à toutes ces souffrances que moi j'ai dû subir? C'est des souffrances terribles, terrifiantes, pour finalement faire la tzniout. Pourquoi on ne ferait pas la tzniout depuis le départ? On s'habille bien comme il faut. Et puis voilà. Et quand on raconte cette histoire, les personnes, elles sont vraiment pleines d'émotions. Elles entendent toute l'histoire, elles comprennent. Et cette fille-là, elle a vécu de ses propres yeux des miracles grâce à la tzniout. Des histoires comme ça, il y en a des milliers et des milliards. Et il y en a plein. Il y en a plein. Quand il y a eu la salle de réception de Versailles, je ne sais pas si vous vous rappelez, qui était tombée, il y a eu des histoires d'une femme qui sentait qu'elle n'était pas suffisamment bien habillée. Elle a été pour chercher un pull au vert. À ce moment-là, Bidio, comment elle a été chercher le pull au vert, la salle est tombée, il y a eu 20 morts là-bas. Bref, des histoires, il y en a plein. Mais là, c'est une histoire à laquelle je crois à 100%, parce que je l'ai entendue du Pirishon, d'une dame qui n'exagère rien, d'une dame qui est pleine de Emouna, d'une dame qui, quand elle a des soucis, eh ben, elle parle de ses soucis. C'est pas une femme allumée, c'est une femme qui est vraiment connectée à la réalité. Et voilà l'histoire qu'elle a racontée. Tout ça pour vous dire, Be'ezrat Hashem, que la tzniout, c'est un point qui est très important. La tzniout, c'est un point qui est important pour nous-mêmes. Moi, si je suis tzanoua, c'est important pour moi, pas que pour les autres. On a essayé d'expliquer pourquoi, on a essayé d'expliquer que quand je ne suis pas tzanoua, je donne envie aux autres, et que les autres après, ils font du haïnara, et que, tout ça on a expliqué. Aujourd'hui, on a essayé de mettre l'accent sur un autre point. C'est qu'une femme qui s'habille pas tzniout, eh ben, elle provoque des choses chez les autres qui n'auraient pas été là si jamais elle s'était bien habillée. On a compris que la tzniout, ce n'était pas que les vêtements, et on a compris que par le mérite de la tzniout d'une façon générale, toute cette qualité, il y a des yeshuot, il y a des miracles. Akadosh Baruch Hu, il fait des miracles. Je vous ai raconté une histoire, il y en a plein, et vous-même, Bezrat Hashem, j'espère que vous êtes tous très tzniout, mais j'espère que vous arriverez à convaincre d'autres personnes à être tzniout, et que par le mérite, Bezrat Hashem, de cette tzniout, on verra toujours que des yeshuot de Nechamot. Amen. Ah, il nous reste 5 minutes pour la halakha. Il y a des questions ou pas? Chava, Dodel, Axel. Pas de questions? Ouais, c'est clair? Ah, Toda. Vous confirmez mon histoire? Vous la connaissez? Les 3 épisodes, vous connaissez? Non, il y a un épisode que je connais pas. Ah, ben voilà, Baruch Hashem. Baruch Hashem. La Kala, vous avez une question? Non. Vous c'est Esther, c'est ça? Ou... Elena? Oui. Vous avez une question? Non. Merci. Non? Vous avez une question? Oui, non, c'est pas par rapport à l'histoire. Juste comment on fait, enfin, c'est quoi la frontière entre se sentir belle, mais genre sans nous provoquer quoi. Si nous on se sent belle, automatiquement les gens ils nous trouvent beaux. Enfin, ils nous trouvent beaux, donc c'est quoi la frontière entre ça? Entre nous se sentir belle, s'arrêter, pour pas que les autres aussi ne. Je vais vous dire, la meilleure façon de savoir si une femme elle est provocatrice ou pas, ce serait de demander à un homme. Dis-moi, je suis provocatrice ou pas? Une femme mariée, par exemple, c'est facile. Elle demande à son mari, dis-moi, tu penses que c'est bien ou pas? Si son mari est à Shamaïm, pourra lui dire, écoute, c'est bien, mais pour moi, pas pour les autres. C'est un peu trop moulant, c'est un peu trop ouvert, c'est un peu trop... Après, il y a aussi des normes de tzniout. Il y a des normes qui existent, des normes très précises de la halakha, combien, où, comment, truc. Il y a des normes qui existent dans la halakha. Vous avez compris? Il y a des questions? Comment vous appelez? Déborah, pas de questions? Non. L'autre Déborah, pas de questions? Non, mais je pense qu'en fait, si je peux dire, je crois que le truc c'est qu'aussi la tzniout, parfois c'est pas enseigné comme ça devrait l'être vraiment. Pour avoir entendu comme ça beaucoup de copines israéliennes dans les séminaires et tout, ça veut dire l'accent il est vraiment mis sur. Ça veut dire, si je peux dire, ils vont prendre la Mora qui est la moins
qui est la plus angoissante, qui va leur enseigner la tsniout, et ça les angoisse, les pauvres, elles se disent mon Dieu, je vais être comme ça, je peux pas. Alors que à côté, vous avez la Bnei Brak, bon, sans nommer, mais j'aurais des rabbiniotes qui ont une tsniout à un niveau exceptionnel. Ça veut dire, on les voit et je me dis, moi, à 70 ans, je vais être comme elle. Ça veut dire, ça veut dire une classe incroyable, une façon de se tenir, de parler, des dédicaces. Ça, c'est le Rav Shimshon Raphaël la semaine dernière. Ça veut dire, alors après, ça veut dire, nous, en tant que femmes, jeunes filles et tout, alors on doit trouver le... Faut trouver, en fait, le truc, c'est de trouver un rôle modèle. Ça veut dire de trouver la fille ou la femme où on se dit, bien que ça doit tenir au niveau de la tsniout, bien sûr, elle doit être kalacha, mais de se dire, ouais, elle, je vais vous envoyer madame ces trucs, c'est parfaite, quoi. Ça veut dire, c'est une élégance, c'est tout, c'est une façon de parler, de se tenir. Ça, je vous ai dit, ça se met le Rav Shimshon Raphaël. Alors après, on peut voir nos grands-mères, il y a 60 ans, bah, elles étaient habillées correctement. Vous voyez ce que je veux dire? Je vois ce que vous voulez dire. Le Rav Shimshon Raphaël, je l'ai lu la semaine dernière, il disait ce que vous dites maintenant. Il disait, une femme qui a de la tsniout, on la respecte. Ouais, on a peur. Donc, Bezrat Hashem, mais vous avez raison. Si par exemple j'étais venu vous enseigner ce cours-là, en tant que premier cours de tsniout, vous m'aurez jeté des tomates à la figure. C'est normal. C'est pas comme ça que ça va être enseigné la tsniout. Il n'y a pas que ça. Ça, c'est un aspect qu'on ne peut pas oublier. Si on parle de toute la tsniout sans ça, on a raté quelque chose de grave et qu'il faut savoir. Donc, le cours, c'était pas là pour vous angoisser. Ok, c'était pas là pour vous angoisser. On a très peu parlé du Gehinam. On a beaucoup parlé du Gan Eden. Si on avait voulu faire venir des rabbanim pour vous angoisser, j'ai quelques numéros de téléphone de rabbanim qui auraient pu venir à ma place. Et là, Béhémet, celles qui aiment bien les kshen, elles seraient revenues la fois d'après rien que pour les kshen. Celles qui ont peur, elles seraient parties en étant d'accord. Donc le but, c'était pas très de faire peur, le but c'est juste de prendre conscience de certains points dont on n'est pas conscient parce qu'on vit dans un monde dans lequel on ne se pose pas toujours les bonnes questions. Je remercie Sarah et Léa qui même quand elles ne sont pas là, le cours il se passe. Je remercie vous tous d'être venus. Bezrat Hashem, qu'on entende des bonnes nouvelles. Je vous remercie d'avoir proposé ce sujet parce que Béhémet, moi j'ai kiffé le sujet de la tsniout. Nous aussi. Sadarabah. J'ai kiffé parce que moi-même en réfléchissant, j'ai découvert toutes les histoires de WhatsApp que tu montes ta vie et tout. C'est des choses que je connaissais, mais en réfléchissant bien, je vois combien. Donc je vous remercie. Le prochain sujet qu'on a fixé avec Léa, et avec vous aussi j'imagine, je ne sais pas combien de temps ça prendra, je n'ai pas encore fini de le préparer, c'est le sujet le sujet de la parole. La force de la parole, le pouvoir de la parole, est-ce que les paroles elles peuvent engendrer une réalité ou pas? Et je vous préviens, mercredi prochain, Bezrat Hashem, c'est le mariage de notre chère Shirel Esther Bat Miriam. Vous pouvez l'applaudir. Pour celles qui me connaissent ou qui m'ont déjà eu dans les séminaires, c'est très très rare que j'annule un cours fixe. Mais pour Shirel, vraiment l'une des élèves les plus assidues, les plus modestes, les plus... Bref, je ne vais pas tout lui envoyer trop de fleurs parce que c'est un problème de tsniout. On ne pourra pas faire le cours la semaine prochaine, je suis désolé. J'avais proposé mardi soir, mais on m'a dit que vous aviez un mariage. Donc, Mazal Tov aussi pour votre mariage. Et vous toutes, Bezrat Hashem, c'est qu'ils ne sont pas mariés évidemment. Que bientôt vous vous mariez, Bezrat Hashem, Beshara Tova. Et je suis désolé qu'on n'ait pas fait partie de Halacha, mais pas chose. Aujourd'hui, je pensais qu'on ferait un cours de 45 minutes de. Mais quand j'ai entendu l'histoire de Rena Bracha, j'ai dit allez, on fait. Hein? Vous ne pouvez pas la zapper cette histoire. Merci à vous. Venez, servez-vous. Hein.